Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Bonjour Philippe et bienvenue dans Changer d'air. Ouais, merci. Bonjour Clément, ça va ? Ça va très bien et toi ? Très bien, super. Merci de me recevoir dans ce bel incubateur dans lequel j'ai passé pas mal d'années de ma vie. Ouais. Moi, en fait, je t'ai rencontré ici à l'incubateur quand t'as pris la direction. On est à l'incubateur de Polytechnique, qui est aussi un accélérateur. On en dira peut-être deux mots. Et moi, je t'ai rencontré, donc tu reprenais la direction de l'incubateur. Ensuite, j'ai appris que t'avais lancé Artisans d'avenir. C'est ça. Et je t'en parlerai plus, mais j'ai trouvé la démarche trop cool et ça résonne vraiment avec une vision, je dirais, constructive et positive de l'entrepreneuriat. Ouais. Mais on va en parler un peu plus tard. Est-ce que tu peux commencer par nous dire comment était l'enfance de Philippe ? L'enfance de Philippe, moi j'ai souvenir d'une enfance heureuse. J'ai eu la chance de grandir dans une fratrie de 4. Donc j'ai un grand frère, une grande sœur et un petit frère. J'ai grandi dans les Yvelines, dans une ville qui est magnifique, architecturalement parlant, qui s'appelle Versailles. Donc on a tout de suite des clichés quand on pense à Versailles. Moi j'avais pas des parents versaillais du tout. Je venais d'une famille assez simple au final. Mes grands-parents venaient de familles plutôt je dirais pas modeste, mais voilà, T'es pas aristocrate. Voilà, pas du tout. Mon grand-père a fait partie des forces françaises de libération, puisqu'il a traversé la zone libre en 1940 pour rejoindre justement les forces libres en Afrique. Il a fait partie de la campagne d'Italie, donc ça a été un exemple assez fort moi dans mon enfance, avec ma grand-mère qui elle avait juste le certificat d'études, qui a pas fait d'études, mais qui écrivait mieux que n'importe qui d'entre nous aujourd'hui, qui était hyper cultivé. Donc voilà, des grands-parents très aimants, avec des parcours de vie extraordinaires, donc très inspirants. Et donc j'ai eu une enfance très heureuse entre les grands-parents qui nous ont gardés quand mes parents travaillaient, des parents qui étaient très curieux et de nature très comment dire. Moi, ce que j'ai bien aimé chez mes parents, c'est qu'ils nous ont fait découvrir beaucoup de choses. On a toujours voyagé. Chaque vacances qu'on a faites, on partait en France. Donc, j'ai eu la chance de découvrir beaucoup la France. Pas tant que ça à l'étranger, mais on partait toujours dans des coins paumés. Je pense que j'ai fait toute la France, vraiment du nord en passant par l'ouest, le sud. Du coup, c'était des randonneurs. Donc, j'ai appris à beaucoup marcher très tôt. Okay. On faisait énormément de randonnées, on n'aimait pas tant que ça partir en vacances avec eux parce qu'on savait qu'on allait marcher, mais ça a développé pas mal de trucs chez moi, notamment un amour de notre pays qui est très beau, non pas côté chauvin ou nationaliste, loin de là, mais du fait qu'on se rend compte qu'on a extrêmement de chance de vivre en France. C'est très beau, c'est très varié, il y a énormément de cultures différentes, des gens très différents, des mentalités très différentes, et on a une vraie richesse. Aussi se rendre compte qu'apprendre à marcher, ça te donne beaucoup de billes ensuite dans ta vie. C'est-à-dire que ça t'apprend aussi à réfléchir, ça te favorise la créativité, ça te favorise plein de choses. Et puis aussi l'ouverture, tout simplement, de sortir de chez toi et d'aller découvrir ton pays. C'est hyper important, je trouve, de connaître son pays. Donc voilà, j'ai eu cette enfance généreuse et puis j'étais assez scolaire. J'ai des parents très exigeants au niveau scolaire, en tout cas c'est les souvenirs que j'ai. Donc j'étais un très bon bosseur. Je voulais suivre la voie royale. Moi, dans ma tête, c'était tu dois avoir des bonnes notes. Fallait être premier de la classe. Donc j'étais un vrai bosseur Okay. jusqu'au lycée. Donc voilà, j'ai eu des très bonnes études, ce qui m'a ouvert beaucoup de portes. Avec pression ou c'était finalement assez constructif ? Alors moi, je l'ai vécu avec pression. Okay. Moi, je l'ai vécu avec pression, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un peu le syndrome du premier de la classe, comme on dit. Enfin, c'est un peu un point commun qu'on a, je pense, avec un de mes frères. C'est du coup tu nourris une certaine difficulté face à l'échec. En tout cas, tu as toujours envie de réussir, mais tu te mets beaucoup de pression. Donc c'est bien, ça a des qualités, c'est aussi des inconvénients, ça génère du stress, etc. Donc j'ai vécu ça avec pression. Et après, quand j'étais jeune, je jouais énormément au foot. Je suis la génération, je suis né en 93, en 98, je m'en souviens.
Dès l'âge de 6 ans, j'ai commencé à jouer en club et j'ai joué énormément au foot. C'était ma passion. Quand j'étais pas avec les copains, etc., je jouais au foot, mais presque 2 heures par jour, plus les entraînements, etc. Je suis allé assez loin. Versailles. Non, je jouais au Chennai, petite banlieue. Mais je suis allé très très loin, j'ai joué jusqu'à mes 15 ans, jusqu'à être repéré par 2 clubs pro, et puis en fait, j'ai pas été retenu, ce qui fait que ça a un peu cassé ma dynamique. Mon rêve, c'était de devenir footballeur pro. Premier de la classe, mais footballeur. Ouais. Et en fait, voilà, exactement. Premier de la classe footballeur pro, ce qui faisait que j'étais assez original. C'est-à-dire que j'étais un premier de la classe, mais qui était tout le temps en jogging avec un maillot de foot et qui joue au foot tout le temps. Et aussi, du coup, j'ai pu naviguer dans des univers très différents entre les Versaillais qui sont quand même plutôt bourgeois à des clubs de foot. Tu te rencontres des gens que tu n'aurais jamais croisés ailleurs, et donc des mentalités aussi très différentes, des origines très différentes. Et donc ça a cultivé aussi une ouverture assez forte. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié. Ok. Donc voilà. Trop marrant. J'ai fait mon lycée à Versailles aussi. Ah ouais? T'étais où? J'étais à Hoche. Ah, bah voilà. C'est pour ça, t'étais aussi. J'étais à Hoche, bah. C'est Saint-Cyr de voilà, c'est ça. Voilà, exactement. On fait du latin, du grec ancien, on fait, quand on fait une terminale S à Hoche, faut faire spémat. Enfin, voilà, c'est vraiment ça. T'as 3 voies, tu fais du droit, tu vois. C'est ça, exactement. Tu vas en prépa ou en médecine. Ou médecine, exactement. c'est ça. Et c'est pour ça que je te pose la question de la pression, parce qu'il y a un peu le premier, enfin, le bon élève, mais en même temps, celui qui rentre à la maison et qu'il faut faire les devoirs et tout. Et je pense que ça nous reste un peu dans notre psychologie, quoi. C'est ça. Et c'est marrant aussi parce que j'ai pas fait du foot, mais j'ai fait mon collège à Vélizy, qui est un peu, pas plus la banlieue, sans que ce soit beaucoup trop, quoi. Et c'est vrai que t'es content d'avoir vu les deux mondes, quoi. Et pas juste rester, Clairement. Et en plus, j'étais dans le public, donc, alors bien sûr, Versailles, c'est très différent d'autres villes, mais, j'ai pas ressenti le cliché qu'on peut avoir, de Versailles, mais voilà, j'ai quand même eu l'exigence, et c'est vrai que quand t'es dans des milieux qui sont assez exigeants, t'apprends à être aussi exigeant et être exigeant vers toi-même. Et parfois, enfin moi, l'objectif c'était aussi de me détacher un peu de ça, de se dire on faut aussi trouver qui on est, prendre la liberté aussi de tenter des choses, de se trouver au final. Je pense que c'est aussi ça, hein, d'arriver à se trouver, mais aussi d'arrêter de se mettre trop de pression, quoi. Ouais. Voir que t'as quand même beaucoup de voix qui peuvent être géniales en dehors de toutes ces voix très sélectives. Bah ouais, puis en fait, tu te poses jamais la question de ce que tu veux vraiment. Et ça, c'est un peu le problème. Tu suis puis on va sûrement y venir après, mais ce qui m'a fait me lancer dans l'entrepreneuriat, mais tu suis quand même une voie royale, et en fait, c'est très générationnel, mais au bout d'un moment, on se pose la question, et moi, ça arrivait au final assez tard, mais suffisamment tôt, se pose la question de, en fait, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et donc là, tu fais ta petite crise existentielle autour de 23-24 ans, quand tu découvres le monde du travail, etc. Donc après le lycée Hoche à Versailles, je suis parti à Dauphine pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais énormément bossé au lycée, vraiment comme un taré, et je ne voulais pas faire de prépa. Okay. Absolument pas. Pour moi, continuer. Oui et non, parce que je savais dès le début que je voulais pas faire de prépa, puis je savais que j'allais aller à Dauphine, j'avais été pris, donc Dauphine c'est quand même un très bon établissement, donc voilà. Mais j'étais pris en prépa à Hoche, et j'avais dit non, je me voyais pas continuer 2 années de plus à manger de la science pure, à faire vraiment le gratte-papier, à prendre des trucs par cœur. Voilà, j'en pouvais plus. Je voulais une liberté, je voulais vraiment prendre mon envol. Et Dauphine me plaisait parce que j'aimais pas ça, plus les maths, j'aimais pas les maths plus que ça, la physique pas plus que ça, la SVT j'aimais bien, mais voilà. Et puis dans ma tête c'était super, je vais à Dauphine, je vais faire de la finance, je vais gagner de l'argent, enfin on réfléchit pas trop, quoi. Et donc j'ai fait mes études à Dauphine, et j'ai suivi pareil le truc un peu direct. Puis arrivé à Dauphine, je me dis ouais, en fait la finance ça a pas l'air d'être pour moi, quoi, je vois pas trop ce que je vais faire là-bas. On a l'air de beaucoup bosser quand même. Et déjà, il y avait ce truc de me dire, alors peut-être que j'ai trop bossé trop tôt, enfin, où je me suis mis trop de pression, mais j'avais déjà ce truc de, il me faut un boulot où j'ai pas besoin, où j'ai un équilibre de vie. Où j'ai pas envie de bosser comme un taré, de rentrer tard le soir, être en mode métro, boulot, dodo, et de pas vivre d'autre chose à côté. De pas avoir de vie de famille, de pas avoir d'une vie équilibrée. Et donc, pour moi, finance, déjà, je dois rayer ma carte. Et en fait, c'est que des choix comme ça que j'ai fait par défaut, jusqu'à la question où j'arrive et je me dis, mais en fait, j'ai éliminé, mais en fait, je veux faire quoi? C'est ça, en fait. C'est comme un entonnoir, mais à la fin de l'entonnoir, t'as la sortie, mais la sortie, tu l'as pas choisi, quoi. Et tu sais pas ce qui te... Ouais, c'est ça. Et du coup, tu
J'ai vu que tu avais fait des petites expériences pro, mais comment tu te retrouves à la fin de cet entonnoir, comment ça se passe cette crise existentielle là-bas? Bah, Si c'est ça ou si c'est plutôt l'entrepreneuriat. ouais, alors pas du tout, l'entrepreneuriat est arrivé vraiment ouais, en fait à la fin de mes études, mais vraiment c'était pas prévu. Donc je me suis lancé dans un master en marketing et stratégie à Dauphine. Je suis arrivé major de ma promo en licence. Donc j'avais le choix, ouais, donc j'étais toujours assez scolaire, hein. Et en même temps je faisais partie d'une asso, donc j'avais fait beaucoup la fête aussi, donc j'ai toujours un peu ce côté vie sociale importante et en même temps être très pro. Et je fais un stage en agroalimentaire et je me souviens, je suis à Poitiers. Alors plein de potes m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas foutre à Poitiers en stage? Et en fait c'était le seul stage où je pouvais être assistant chef de produit sans aucune expérience dans le domaine, dans l'agroalimentaire. Et je sais pas pourquoi, moi je m'étais dit je vais faire de l'agroalimentaire, j'aime bien boire du coca, allez je vais en vendre. Okay. Et c'était tout bête, franchement je savais vraiment pas, je me posais même pas la question de ce que je voulais faire. Ouais. Pour moi c'était un truc, il fallait bosser pour une grande marque, essayer. Il fallait les écussons, tu vois, sur le côté. Il fallait tes petits badges, c'est ça, exactement. Et donc je me dis ok, super opportunité. J'avais pas fait d'Erasmus et donc je m'étais dit c'est l'occasion d'aller vivre un truc ailleurs. Bon bah là c'est en France mais c'est ailleurs. Et puis j'avais mon frère qui avait eu un accident assez grave et qui habitait Poitiers, et donc il s'était remis de son accident, mais pour moi on s'était beaucoup rapproché à ce moment-là. Énormément rapproché, du coup pour moi c'était l'occasion, je sais pas, d'être dans une continuité. Donc je vais à Poitiers et là je fais mon premier stage dans le monde pro, un vrai stage de 6 mois, parce que j'avais fait un stage de 4 mois avant à la Poste, mais c'était plus tranquille. Loin du cliché, mais c'était quand même plus sympa. J'avais une super... Et ça, j'arrive à Poitiers, je me retrouve seul dans un petit appart de 22 mètres carrés, je connais personne pour 6 mois et je me retrouve à un stage dans l'agroalimentaire pour une marque de chèvre que je veux pas faire de pub. Et en fait, ça se passe très mal, dans le sens où au bout de 2 mois, je m'entendais pas super bien avec ma manager, mais surtout je me rendais compte que je me plaisais pas du tout dans ce que je faisais. Je savais pas faire le métier en fait. Okay. On me demandait de choisir la couleur d'un packaging et pour moi ça n'avait aucun intérêt. Il est rose le truc là, pourquoi tu m'emmerdes? Non, il est pas rose, il est pas assez rose. Et franchement moi je me disais mais qu'est-ce que je fous là? Je m'en fous du rose du packaging. Enfin, c'est bien qu'il y ait des gens qui s'intéressent et je pense qu'il faut être passionné, avoir une fibre artistique, ce qui est pas mon cas. Enfin, je suis pas du tout artiste, même si j'apprécie ça, mais voilà, c'était pas ce que je comptais faire. Donc, je me rends compte que je me trompe. 2, avec ma manager, ça se passe très mal. Enfin, j'aime pas du tout la relation qu'on a avec. Et puis, j'allais au boulot, je commence à découvrir le mauvais côté du monde pro, c'est-à-dire, je commence à avoir des crises d'angoisse, d'arriver au boulot, vraiment avec la boule au ventre. Je comptais les heures, je comptais les jours, enfin, c'était l'enfer. Je rentrais à Paris dès que je pouvais. Et donc, je deviens très malheureux à ce moment-là, mais vraiment très malheureux. J'ai vécu 4 mois où j'étais extrêmement malheureux. Et c'était la première fois de ma vie que j'avais ce choc-là. Okay. Vraiment, premier choc, première cassure où je me rends compte que je peux être malheureux. Ce qui était jamais... C'était même pas une porte ouverte. Si, alors, moi, mes parents ont divorcé quand j'étais en seconde, donc j'avais déjà eu ce petit choc un peu dur, mais bon... quand on est jeune, on arrive à appréhender les choses peut-être de manière plus manichéenne. Et ça prend pas toute ta vie là où ça prend pas toute ta vie. Et là, en fait, tu te rends compte que t'étais super bon en classe, mais que t'es super nul dans ton taf, et tu te dis mais en fait, je vais rater ma vie, quoi. C'est un peu con, mais et tu te mets à avoir des crises d'angoisse. Et moi, ça m'était jamais arrivé. J'étais quelqu'un de stressé, mais alors d'arriver et de me mettre à avoir des crises d'angoisse en pleine réunion. D'avoir du mal à respirer, d'avoir des chaleurs et tout, vraiment des trucs, et tu découvres quelqu'un que tu ne savais pas que t'étais comme ça. En fait, tu découvres un autre toi hyper fragile. Et ça, c'est hyper angoissant. Tu t'arrives pas à remonter la pente et tu te dis, putain, je pensais que j'étais fort. En fait, je peux m'effondrer du jour au lendemain, quoi. Et donc, je reviens à Paris, je fais un autre stage toujours dans l'agroalimentaire qui se passe plutôt bien. Tu sors de là justement en te disant je suis beaucoup plus fragile que ce que je pensais. Ouais. Je vais avoir du mal à repartir, ou quand tu te relances, t'arrives à Paris, tu repars. Non, j'étais pas serein du tout. Hein. Je reviens, beaucoup moins de confiance. Mais le fait de rentrer chez moi, quelque part, de revenir à domicile, fait que tu retrouves tes copains, tu retrouves un rythme, et en fait, ça te fait un peu moins le problème d'être seul. C'est ça le problème, c'est que la solitude. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait pour la solitude. J'aime bien la solitude sur 2 jours, mais après, je commence à ruminer. Le fait d'être seul tous les jours, quand tu rentres chez toi à 18h30 du boulot, dans ton petit 22 mètres carrés à Poitiers où tu connais personne,
t'as le temps de ruminer ta journée, le fait que t'aimes pas ton boulot. Et donc là, le fait de revenir, et puis le stage que je faisais était un peu plus intéressant parce que j'étais catégorie manager dans notre groupe alimentaire. Mais il y avait plein d'autres stagiaires déjà avec qui on se marrait trop. On jouait au baby-foot tout le temps sur les pauses, et puis surtout c'était beaucoup d'Excel, et moi je savais manier les lignes Excel, je savais faire de l'analytique, donc ça je savais faire. Comme je savais faire, j'étais bon. Comme j'étais bon, mon estime est remontée, etc. Mais j'ai quand même, en revenant de Poitiers, je suis quand même allé voir un psy en revenant, en me disant, j'avais jamais vu ça de ma vie, en me disant, il y a un truc là, j'ai ouvert un truc, je sais pas ce que c'est, il faut que et comme tout, et en fait, les fragilités sont souvent là où tu découvres énormément de capacités chez toi, et ça t'ouvre énormément. En fait, une fragilité, c'est, je sais plus, j'ai lu un truc il y a pas longtemps, une fragilité, c'est une ouverture du cœur ou un truc comme ça. Ça m'avait un peu marqué, mais en fait, ça vient un peu casser des frontières que t'as en toi et te permettre un peu mieux de te découvrir. Et donc, je fais ces 6 mois, ça se passe mieux, je me dis que c'est derrière moi, je me dis ok, j'ai remonté la pente, j'ai plus de crise d'angoisse, ça va mieux. En fait, je me dis bon, c'était passager, c'est parce que j'avais pas de potes, que j'étais à Poitiers, que... Et le psy t'apprend quelque chose, justement, ce côté fragilité? Ouais, j'ai eu la chance, c'était un médecin qui s'était formé en psy, qui m'avait vraiment aidé en mode, écoute, t'es un jeune qui découvre le monde pro, voilà, c'est normal, tu te poses plein de questions. Effectivement, t'as vécu des trucs un peu difficiles avec le divorce de tes parents. Effectivement, t'as toujours été première de la classe, donc la première difficulté que tu te prends, bah ça fait mal. Voilà. On n'est pas immortel, on n'est pas invincible. Il faut arrêter d'avoir trop d'orgueil, etc. Donc c'est un peu une piqûre et qui a fait du bien. Se passe ce stage, je rencontre mon épouse à la fin de ce stage-là. Okay. Alors je savais pas que ce serait mon épouse à l'époque. Donc déjà première rencontre qui transforme un peu ma vie aussi à ce moment-là. Je retourne pour ma dernière année d'études puisque j'étais en césure, et donc là je fais mon master. Les 6 premiers mois, je bosse énormément, il se passe rien. Et puis on fait un voyage à Londres, et là pour moi ça a été la transformation. On part à Londres en voyage scolaire avec tout le monde à Noël, et on passe les 6 jours à Londres à étudier les grands magasins londoniens, période de Noël, comment on fait du marketing à Noël, comment on vend des trucs aux gens qu'on n'a pas besoin pendant Noël, comment on utilise une belle fête qu'est Noël pour vendre toujours plus de trucs. Comment on utilise les biais cognitifs des gens, et comment c'est génial de faire tout ça pour augmenter de 2% ses ventes. Et en fait, je me souviens très bien, je sors d'un moment où on parlait justement de ça, et je me mets au milieu de Londres, en plus il fait nuit à 16h et tout, je me mets à avoir, boum, une énorme crise, mais de me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Vraiment, qu'est-ce que je fous là? En plus, il faisait froid, enfin c'est l'hiver, il fait noir, t'es pas chez toi et tout. Et t'as tous tes camarades de pro avec qui tu te marrais il y a encore 24 heures, et je me suis senti complètement décalage. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Mais vraiment, je me suis senti seul, abandonné. Vraiment, j'ai vraiment découvert le sentiment le plus dur, je pense qu'un être humain puisse connaître, c'est la pure solitude. Ouais. Et la déconnexion totale. Ouais, c'est ça. Vraiment, tu te sens tout seul et tu te dis, mais c'est vraiment la plus grande peur que j'ai eue, c'était ça, de me dire, mais je me sentais vraiment hyper mal. Et je rentre de Londres en sachant pas ce qui m'arrive. Et avant de rentrer de Londres, déjà c'est marrant, on parle de biais cognitifs et de neuromarketing il y a 3 jours avec Sébastien sur la partie numérique, mais non, de toute façon. T'avais jamais vu ce côté, en fait, le marketing, c'est vendre des choses qui servent à rien aux gens? Ou c'est là, tu te le prends tellement en énorme que tu te dis, waouh, enfin, qu'est-ce qui te touche à ce moment-là? Non, en fait, je voyais, encore une fois, je m'étais jamais posé ces questions-là. C'est-à-dire. Mais c'est quoi la question qui te fait que tu te dis, c'est hardcore? Parce que tu dis pas ça. Je sais pas. Franchement, je me suis posé souvent la question. Qu'est-ce qui ce jour-là te fait? À mon avis, on est fait pour certaines choses. Il y a des, je suis pas sûr qu'on soit prédestiné, mais à mon avis, on est appelé à certaines choses. Et il y a des moments où c'est progressif. Et il y a des gens qui disent, je suis pas heureux dans mon taf, et pendant 2 ans, ils continuent et ils disent, bon, et puis ça peut se transformer en changement de carrière, en reformation, en dépression, en burn-out, voilà. Et moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai découvert que par ce truc-là, j'ai un système d'alarme qui est hyper puissant, mais ça vient d'un coup comme un coup de foudre. Mais au beau et sans système. Et ça me foudroie, et je sais pas ce qui m'arrive. Et ça m'est arrivé à Poitiers, du jour au lendemain, avoir une crise d'angoisse sans savoir ce qui m'arrivait. Et là, ce jour-là, à Londres. Et je sais pas pourquoi, c'est comme si, tu sais,
tu passais à un niveau supérieur. T'avais upgrade là d'un coup, hop, t'avais poussé et on t'expliquait pas les règles du jeu, mais tu découvrais un pan entier philosophique de la vie, de la réalité que tu t'étais jamais pensé. Et alors moi, j'ai peut-être été trop lent mais d'un coup, ça s'est débloqué. Je me suis dit, mais en fait, et à l'inverse, c'est devenu trop manichéen. C'est-à-dire que je suis passé je me pose pas la question. Le marketing, c'est qu'un outil. De toute façon, il y a besoin de vendre. Puis voilà. Puis et entre-temps, et de l'autre côté, je voyais le mal partout. C'est-à-dire, le moindre truc marketing me donnait la nausée. Même quand je me souviens, je marchais dans les rues cet hiver-là à Noël, j'avais toutes ces boutiques avec ces décos, je me disais, mais on vit dans du fake. Et vraiment, j'avais qu'une envie, c'était de partir dans le Larzac avec plus un seul être humain et de voir que de la nature. Mais je te jure, je me souviens, j'y ai pensé il y a pas longtemps, tiens. On était allé avec ma femme, du coup ma copine de l'époque, à la Fnac, et je me souviens avoir des bouffées d'angoisse en me disant mais c'est quoi cette société de merde, quoi. Mais vraiment, alors maintenant je suis un peu revenu en arrière, non pas que le marketing c'est génial, mais vraiment à l'époque je le vivais de manière épidermique, quoi, physique. C'était vraiment j'étais plus détaché. Ouais, parce que ça me ramenait en permanence à la question pourquoi. Ouais, okay. Pourquoi on fait les choses, pourquoi on est, vraiment, qu'est-ce qu'on fout là, pourquoi on existe. Pourquoi on a besoin de vendre? Pourquoi on a besoin d'acheter? Pourquoi on a besoin d'être comme ça? Pourquoi on a besoin de travailler? Pourquoi on a besoin de respirer? Pourquoi on est là? Pourquoi on sert? En fait, vraiment, et le fait de regarder, c'est cool, le fait de regarder un DVD à la Fnac pour Noël m'a amené tout d'un coup à cette angoisse existentielle. Et c'était venu physique, quoi. Okay. Presque un stress post-traumatique après Londres. Moi, j'ai vécu ça comme un stress post-traumatique. C'est-à-dire, moi, je pouvais plus me balader dans la rue avec les décos de Noël. Ça me ramenait en permanence à cette angoisse que j'avais vécue à Londres. Et donc, à ce moment-là, je reviens de Londres et ma copine, je récupère ma copine à la gare parce qu'on s'était pas vu depuis 7 jours. Et elle me dit ça va, et là je me mets à chialer et je lui dis non, ça va pas du tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me rends compte que je suis complètement paumé. Et je me mets j'y pense encore, ça me fait monter l'air aux yeux. Je me mets à chialer parce que dans ma tête je me suis dit putain ça y est, je vais retourner dans l'état dans lequel j'étais à Poitiers. J'étais vraiment dans le truc, ça y est, je repars dans un tunnel négatif. Et puis, peur aussi et une grosse peur tu te dis putain j'arrive à la fin de mes études, en fait je me suis planté et je comprends plus rien à ce qui m'arrive. En fait, t'es dans un tourbillon. Et la vie, elle est vache de temps en temps. Elle te met dans un tourbillon où tous tes repères explosent. Tous tes repères explosent, t'es perdu. Et le tourbillon de la vie, quand tous tes repères explosent, il est quand même sacrément violent. Et le mieux, généralement, c'est de fermer les yeux, laisser le tourbillon de la vie faire son effet, etc. Non, moi, j'étais en résistance complète à pas savoir ce qui se passait. Et comme je suis très cérébral, je me posais trop de questions, j'arrivais pas à clipper. Il y a des gens qui sont très bons, qui arrivent à dire, OK, je me fais 3 jours off et puis ça va revenir. Et moi, c'est pas mon cas. Et ma femme me répond, ah, enfin. ouais. Et je chiale, je dis, je suis paumé, je me rends compte que c'est de la merde ce que je vais faire, je sais pas ce que je veux faire, je suis perdu et tout. Et elle me répond, ah, enfin, Et souvent, elle me dit, franchement, si t'avais pas eu ce déclic, je sais pas si on serait restés ensemble, je me voyais pas être avec un mec qui faisait du marketing et qui était persuadé que ce qu'il faisait, c'était trop bien, quoi. Okay. Et elle me dit, ah, enfin, elle avait compris dès le début, je pense qu'elle avait une maturité, elle avait compris en moi qu'il y avait quelque chose qui était très loin de ce truc-là. Elle avait dû lire en moi quelque chose avant même que moi je le découvre, donc ça, franchement, c'est assez impressionnant. Donc forcément, tu te dis que c'est la bonne personne, parce que quelqu'un te... Et elle me dit, ah, enfin, quoi. Enfin, tu te rends compte que, en fait, c'est pas du tout par là qu'il faut que t'ailles, ou c'est pas fait pour toi, ou en tout cas, ce métier-là, vu ce que je connais de toi, c'est pas fait pour toi. Et donc là, je rentre dans une autre période de ma vie où je me dis, j'avais presque peur, tu vois, parce que, t'as fait 5 ans d'études, quand même, déjà, sur. Ouais, et puis j'avais fait 5 ans d'études. Mon père, lui, qui a fait 40 ans de boîte, je sais pas, j'avais grandi à Dauphine, on t'apprend que l'économie, c'est le capitalisme, voilà. Je me suis dit, putain, mais je vais pas quand même devenir communiste du jour au lendemain, tu sais, ça me foutait les boules. Je me suis dit, mais je vais pas, tu sais, j'étais là, ça y est, je vais devenir un hippie, je vais devenir anti-société, anti-capitaliste. J'avais peur de ce que j'allais devenir, en fait. J'avais peur de ce que je commençais à penser du monde, j'avais peur de en fait, j'ai toujours eu un regard très optimiste. J'ai toujours adoré aimer le monde, et d'un coup, je me mets à le détester. Okay. Et j'avais peur de détester quelque chose que je voulais aimer. Il y a un peu ce truc-là, tu vois. T'avais ouvert les yeux sur un pan négatif. Ouais, et puis je voyais tout en noir. Donc c'est un peu le truc un peu dur, c'est que quand t'es paumé comme ça, tu vois que le négatif et t'arrives pas à te raisonner. Et donc je rentre dans une nouvelle phase où je me dis, ok, qu'est-ce que je vais faire? Et donc je commence à me poser la question. Je me dis, ok, le marketing, intéressant.
ça peut être utilisé à d'autres fins. Et donc, la première peur que j'avais, c'était de pas finir mes études. J'avais pas envie de revenir en cours. Je n'arrivais pas à tenir 10 minutes en cours. Ça m'angoissait qu'on parle, que t'avais des mecs qui avaient fait leur carrière dans un grand groupe, qui racontaient comment ils dirigeaient leur équipe marketing, comment ils avaient lancé un nouveau produit et comment ils augmentaient les ventes, etc. Et moi, j'étais le peu vilain canard au bout de la classe qui levait la main et qui disait mais à quoi ça sert tout ça, c'est quoi le but d'augmenter de 2% vos ventes? Et en fait, ça fâchait un peu les intervenants comme les gens de la classe qui disaient pourquoi t'es là en fait? Pourquoi tu fais chier? Et j'étais vraiment le vilain canard. Vraiment, je passais pour le mouton noir de la classe qui se posait trop de questions sur le monde. C'est une bonne question. C'est une vraie question qu'on te pose pas. On t'apprend pas à te poser la question philosophique, à quoi ça sert dans le monde d'aujourd'hui, etc. Et donc, je commence à m'intéresser au marketing social, à m'intéresser justement à un marketing plus éthique. Et je me dis, tiens, il y a un pan de la recherche, il y a des trucs à faire là-dedans, il faut que je travaille là-dessus. J'avais fait une thèse en fin de M1 sur le marketing social qui m'avait vachement intéressé. Okay. Et je vais voir mon directeur de master, je dis ouais, ça m'intéresse. Il me dit, c'était un mec en fin de carrière, il me dit laisse tomber, ça intéresse personne. Les gens veulent juste vendre. On s'en fout de faire mieux les choses ou quoi que ce soit. C'était en 2016. C'était un gars qui t'avait... Début 2017, c'était le directeur du master qui était aussi... Mais qui était un gars que tu considérais ou vraiment juste... Bah, c'était directeur de master, donc forcément tu vas le voir. Et je lui ai dit, voilà, j'étais allé franco, j'avais dit, écoutez, je me rends compte que je suis pas au bon endroit. Ouais. Je vais finir mon année, mais je suis paumé, donc je veux vite, dites-moi ce que je dois faire. Je m'intéresse à la recherche, à ce point-là de la recherche. Et donc il m'a dit, laisse tomber, c'est mort, mais quand même, je vais te faire rencontrer plusieurs chercheurs. Donc j'ai rencontré des chercheurs à Dauphine, pardon. Vu que j'étais à Dauphine, dont mon ancien maître de mémoire qui était un doctorant qui lui travaillait là-dessus. Et donc je m'intéresse au point de la recherche, y compris le marketing social, en me disant bah on peut utiliser cet outil pour plein d'autres choses, on peut avoir une manière de faire les choses moins brutale qu'aller faire des bannières partout, choper ta donnée pour que tu reçoives toujours plus de spam. Donc je commence à m'intéresser à ça, et puis en fait en rencontrant plein de chercheurs, je me rends compte que le milieu académique m'intéresse vachement, mais que la vie du chercheur, c'est pas vraiment ce que je recherche. Je voyais déjà 4 à 5 ans de labo et d'expérimentation à lancer, de thèses un peu longues. Je voyais un peu la vie qui m'attendait. Je me disais, je me vois pas continuer là-dedans. Donc je me dis, le monde académique est pas forcément fait pour moi, mais quand même, je vais faire un mémoire de recherche qui ressemble à un mémoire pour préparer une thèse. Donc je commence à travailler sur le marketing social, sur le nudge for good. Okay. Le nudge for good, c'est l'utilisation du nudge et des biais cognitifs pour favoriser les comportements bénéfiques pour la société. Donc c'est par exemple l'exemple de pissotières qu'ils ont mis dans l'aéroport d'Amsterdam, où ils ont mis des mouches au fond de la pissotière pour pas que tu pisses à côté. L'homme ayant un instinct de chasseur, il vise la mouche avec les pipis et ça a réduit de 30% les frais de nettoyage de l'aéroport, etc. Donc ce type de truc-là, du style mettre des pieds sur le quai de métro pour avancer, pour éviter l'embouteillage parce que tu suis les pas au sol et moi... Le nudge, pour juste, on en a déjà un peu parlé. Oui, peut-être. Si tu dois redéfinir, du coup, c'est l'utilisation des biais pour faire ce que tu veux. C'est ça. En gros, la recherche montre, notamment les neurosciences, qu'on a des biais cognitifs. Il en existe plusieurs dizaines qui font qu'on a des comportements qui sont inconscients, qui passent par d'autres systèmes de réflexion qui sont pas forcément rationnels et qui peuvent être biaisés. Et on peut utiliser justement ce biais-là à des fins, et donc nudge, c'est la traduction de coup de pouce, c'est justement utiliser ces biais-là pour entraîner un comportement inconscient. Okay. Et donc typiquement un nudge, c'est encore une fois, comme toujours on dit que c'est un outil, comme si c'était complètement neutre. Un outil n'est jamais neutre. Hein. Un outil entraîne un comportement qui a une fin, une conséquence. Donc moi j'aime pas trop cette expression, ça n'est qu'un outil. La finance n'est qu'un outil, le marketing n'est qu'un outil, une arme n'est qu'un outil. Allons-y pendant qu'on y est. On en fait ce qu'on en veut. D'ailleurs. Tu parlais du nudge for good. Ouais, voilà, pardon, je m'écarte. Non, je fonce, c'était. D'ailleurs, on pourrait parler de Ellul, qui en parle beaucoup, qui est un philosophe que j'aime énormément. C'est comment? C'est Jacques Ellul, qui dit justement, il faut arrêter de croire que les choses ne sont que des outils. En fait, quand on fabrique une nouvelle technologie, par exemple, ça transforme notre existence, et donc ça devient de la politique déjà. Ça transforme notre existence, notre relation aux autres, notre relation même à l'économie, etc. Et donc, ce n'est jamais qu'un outil.
Donc c'est le cas des réseaux sociaux, c'est le cas de l'internet, ça va être le cas de l'intelligence artificielle, comme ça a été le cas du moteur à explosion. Voilà. C'est vrai. On peut prévoir les effets d'un Exactement. sur la Et donc lui, il va un peu plus loin en disant que ça entraîne aussi des effets de domination, et donc c'est jamais complètement neutre partout. Voilà. Bon, après, faut pas aller trop loin non plus, mais et donc le nudge, et donc on me met en contact avec BVA pour travailler sur l'élection présidentielle de 2017 et d'utiliser un nudge pour favoriser la participation des jeunes aux élections. Et donc je me dis, ça c'est une belle mission. C'est quoi? Voilà. Et donc je me dis, ok, les jeunes sont les plus abstentionnistes, et je me dis, voilà, un truc qui me parle, ça fait sens. C'est ma génération. Voter, c'est hyper important, j'y crois. On fait société. Donc, je peux utiliser le marketing à une fin qui peut être utile. Donc, je vois une brèche où je me dis, ça répond à une quête de sens que je cherchais. Et donc, je vais dans cette direction. Je fais ce truc-là, ce mémoire qui se passe trop bien. Je m'éclate en le faisant. Et donc, ça ouvre une brèche en moi en me disant, ok, je sais ce que je veux faire. Je veux que mon métier ait un sens positif. Et déjà, je me dis... Que t'avais jamais conscientisé avant? Non. Ok. Je savais pas ce que je... Encore une fois, je me posais pas la question. Ok, c'est marrant. Je me posais pas la question. C'est horrible parce qu'aujourd'hui, cette question-là, je me la pose toutes les 2 heures. J'exagère, mais c'est devenu le cœur de mon sens. C'est un peu dur parce que cette question qui est en fait en vue de quoi? Pourquoi? Pas le pourquoi, mais pourquoi? En vue de quoi? Vers où? Elle rend pas forcément heureux, mais elle t'appelle à quelque chose qui fait que t'es plus un homme, tu te transformes en quelque chose d'un peu plus humain, et je trouve qu'elle est hyper transformatrice, et elle te rend beaucoup plus vivant, et elle te connecte beaucoup plus à la vie, elle la rend plus riche, plus en couleurs, etc. Donc elle est pas forcément, ça te rend pas toujours heureux, mais au moins elle te permet d'être qui tu es. Et donc le en vue de quoi m'apparaît à ce moment-là, et donc arrive le moment du stage de fin d'études, et donc je cherche un stage pendant des mois parce que rien me plaît, vendre du Pernod Ricard, aller chez Microsoft, machin, et puis j'ai une opportunité. Juste avant, comment tu fais pour faire voter les jeunes finalement avec le nudge? Alors on a fait un nudge hyper intéressant, donc avec la nudge unit de BVA, on a travaillé sur un nudge en 3 composantes. On jouait notamment sur le biais cognitif qui s'appelle la norme sociale, qui fait que on a tendance à suivre facilement la masse. Et donc, généralement, on dit le taux d'abstention est 40%. Et donc, les gens disent, ça va, s'il y a 40% qui votent pas, je vais pas y aller. Alors qu'à l'inverse, si tu dis 60% des jeunes ont déjà voté, qu'est-ce que tu fous, toi, vas-y, et ben ça joue positivement. Donc ça, c'était un premier nudge. Le deuxième, c'est qu'on jouait sur l'effet de récence et de rappel, parce qu'on avait créé, moi, j'avais pris 6 classes de dauphines, il y en avait 2 que je nudgeais, 2 que je nudgeais pas, et 2 témoins. Et je les interrogeais avant le premier tour et après le premier tour. Et je vous regardais le résultat de ce que ça faisait. J'avais un peu plus de 60 étudiants, ce qui me donnait une statistique assez favorable. Et donc, le nudge, on les ajoutait à un groupe Facebook, et ceux qui étaient nudgés, donc on les a rajoutés sur le groupe Facebook, et on les nudgeait de 2 manières. En mettant des messages côté normes sociales, on parlait pas de l'abstention, on parlait de la participation, en mettant des vidéos qui poussaient un peu au côté les jeunes qui votent. Voilà, les jeunes qui votent, sois pas un loser, quoi. Et puis l'effet de rappel, parce que comme à l'époque les gens utilisaient encore Facebook, tu recevais les notifs de l'événement, on mettait un message sur le groupe en disant oubliez pas d'aller voter, etc. Et en fait, on s'est aperçu que le nudge avait fonctionné, puisque statistiquement on avait réussi à convertir beaucoup plus, non pas de gens qui étaient persuadés de voter, l'idée c'était de convertir ceux qui étaient pas sûr d'aller voter. Et donc on avait beaucoup plus réussi à convertir que statistiquement c'était représentatif, et c'était il y avait une vraie corrélation. Okay. Donc ça a marché, et j'ai une excellente note à ce mémoire. Et en fait c'était une cartouche pour moi, c'est de me dire si je veux me lancer dans la recherche, j'ai ce truc, ce pape-là un peu que j'ai fait, qui est solide et sur lequel je peux m'appuyer. Et donc on avance là-dessus, et vient le moment de mon stage de fin d'études, je décide de pas me lancer dans la recherche, et j'arrive à avoir cette opportunité d'un stage à la direction stratégique de Suez France. Et je me dis, yes, je quitte un peu, alors je rentre toujours dans la grande entreprise, mais ça fait sens, parce que c'était de travailler sur les besoins en eau des collectivités. Je me dis, l'eau, je travaille sur un bien essentiel, j'arrête de faire du marketing bullshit, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais pas là pour vendre, je vais là pour mesurer les besoins d'une ville, et donc améliorer notre service, etc. Donc je trouvais du sens. Et je découvre surtout, agréablement bien surpris, que les gens avec qui je travaillais étaient hyper très pro, mais surtout hyper attentifs à ce qu'ils faisaient. Je me souviens d'une discussion avec la directrice marketing qui me dit moi j'oublie que jamais quand je tire la chasse d'eau, c'est de l'eau potable.
Et on se rend pas compte de ce qu'on a, du bien, et qu'on l'utilise un peu en outrance. On parlait beaucoup des 250 millions de réfugiés climatiques qu'elle est révisée en 2050. Voilà, déjà tous ces chiffres venaient un peu, et je voyais des gens qui étaient des vrais ingénieurs passionnés par leur métier, des techniciens, mais aussi des gens qui faisaient ce métier par sens, par vocation, avec une vocation de service aussi. Alors ça restait un grand groupe avec toutes ces dérives, mais aussi ses avantages, mais surtout des gens passionnés, etc. Donc j'ai un chef génial à ce moment-là, et là je m'éclate pendant ce stage parce qu'on bosse vraiment sur le besoin des collectivités. On transforme un peu la manière de mesurer les besoins des collectivités, et donc on construit tout un baromètre qui est encore utilisé, enfin qui était encore utilisé il y a pas longtemps. Je m'entends super bien avec mon maître de stage qui était polytechnicien, qui avait peut-être plus de 20 ans que moi, et c'est mon premier chef polytechnicien d'ailleurs, j'en ai eu 3. Enfin, donc content celui-là aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, je les ai attirés où ils m'attirent, je sais pas. Et ça se passe trop bien, je l'ai même invité à mon mariage. Enfin, un mec super, donc ça tombe trop bien après cette période de trouble d'arriver avec un mec qui est doux, qui est gentil, qui t'écoute, qui te forme, qui résonne avec tes questions aussi. Qui est sensible, qui résonne, qui était impressionné par les questions que je me posais aussi. Et puis au milieu de mon stage, je me posais toujours les questions de la grande consommation, pourquoi on produisait autant, c'est une question qui depuis un an qui me hantait, qui m'obsédait. Et je me disais, mais putain, on fait n'importe quoi. On fait fabriquer des trucs par des enfants à l'autre bout de la planète, ça bousille tout pour des gens qui vont acheter, qui vont foutre sur le trottoir 2 ans après, qui eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils l'ont acheté, qui travaillent comme des chiens. Enfin, vraiment, j'étais là, mais vraiment, on marche sur la tête. Et en même temps, je me disais, il y a quand même des belles boîtes. T'avais peut-être le pourquoi. Enfin, pourquoi est-ce que les gens achetaient, c'était juste... j'avais le pourquoi, mais si tu veux, le puzzle, il se montait petit à petit. J'avais plein de pièces et j'arrivais pas à les assembler. Et j'arrive à un moment où je pars en vacances avec ma femme, justement, pendant mon stage de fin d'études. On se fait un week-end à Sarlat. Donc Sarlat, la Canéda, dans le Périgord noir, si je dis pas de bêtises. Et on se balade dans la ville, on rentre, on mange, puis on allume la téloche, et je tombe sur un reportage sur France 3 sur les potiers alsaciens. Un reportage du 17 août de France 3 que personne ne regarde. C'est niche. La niche de chez niche. Et je vois des mecs, des potiers alsaciens, qui racontent que c'est un savoir-faire centenaire, si ce n'est plus, qui font ça depuis des milliers d'années, et que depuis peu, les copies asiatiques ont envahi un peu le marché, ce qui fait que le savoir-faire, avant il y avait des quarts de touristes entiers qui venaient voir le savoir-faire, et quand tu te balades dans des villes comme Strasbourg, etc., tu vois les poteries alsaciennes partout dans les boutiques, etc., mais que, en fait, il n'y en a plus aucune qui est faite de manière artisanale, c'est que de la copie. Et que du coup les potiers n'arrivent plus à vivre, il y en a beaucoup qui ferment, le métier disparaît, ils n'arrivent plus à recruter les apprentis qu'ils formaient, donc le savoir-faire se perd, et surtout ça entraîne toute l'économie, c'est-à-dire que ces villages qui vivaient de la poterie alsacienne périclitent, avec le tourisme qui allait avec, donc des hôtels ferment, des restaurants ferment, et des villages entiers en fait commencent à perdre leur attractivité touristique. Tout ça pour acheter des trucs qui en fait n'ont plus rien à voir avec la culture locale. Et moi j'étais hyper intéressé à l'époque par ce qu'était la culture. C'est-à-dire c'est quoi la culture complètement? C'est-à-dire ce mélange d'histoire, d'héritage, de ce qui fait de toi un humain, avec toute ta diversité, toute ta complexité, toute la beauté de ta différence, de la créativité, le savoir-faire, le fait de se transmettre des choses d'une génération en génération, tout ce qui fait qu'on est des humains au final. Et surtout le fait que l'artisanat, je me suis rendu compte, c'était aussi vieux que le monde. L'homme, quand il a commencé à faire un truc, il a commencé à faire des objets, quoi. Les technologies, c'est l'artisanat. Exactement. En fait, on est avant tout des créateurs. Ouais. On est des créateurs. Et on est une espèce créatrice. Qui a fait notre civilisation. Et exactement. Et puis alors souvent on dit oui, mais moi je trouve que c'est une des grandes différences fondamentales avec les animaux. Après, ça peut choquer souvent les scientifiques, etc. là-dessus, mais on a cette capacité de projection et de créativité qui fait ce qu'on a fait et qu'aucun... Alors ils vont me dire oui, mais regarde, le singe, il arrive à prendre un bâton et aller chercher des fourmis. Bon. Franchement, est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce qu'on parle de la même chose? Puisqu'on n'est pas en train de faire un peu d'anthropomorphisme, à imaginer que le singe, il est en train de penser que c'est vraiment un outil qu'il a fabriqué. Je sais pas, tu vois. Mais cette capacité de l'homme à faire un savoir-faire et de l'améliorer constamment avec de la créativité, avec un but en finale, me fascinait. Et puis, en regardant ce reportage à la con, voilà, Eureka, tout s'aligne. Je me dis, mais purée, en fait,
toutes les problématiques que je me disais, c'est les mecs qui fabriquent n'importe comment, n'importe quoi, essayer de le vendre alors qu'ils s'en foutent de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils font, à des gens qui en ont pas besoin, et les gens vont le jeter, et puis c'est catastrophique pour la planète. Là, ça donne du sens. Ouais. Parce que les mecs sont passionnés, ils ont un vrai savoir-faire. Quand ils vendent le truc, ils en sont hyper fiers. Donc déjà, t'as ce côté, ils essayent pas de t'entuber. Vraiment, il y a une fierté d'avoir fait un produit et de le vendre, et il y a une âme dans le produit. Avec une histoire, une culture, etc. 2, ça fait vivre des territoires. Et donc, il y a un sens concret dans moi, il y a rien de pire que la standardisation du monde. Je trouve. Tu vas à Berlin, à Londres, à Paris, les hôtels se ressemblent, tout se ressemble. Maintenant, t'as les Starbucks partout. Alors, c'est bien, ça te donne des repères, c'est génial, mais on a tout lissé. La déco, tout est pareil. Tu retrouves les mêmes lumières, filaments au-dessus de toi dans tous les restaurants de Paris. Puis après, ça change de mode. Tu te trouves avec autre chose. Enfin, voilà, tu as l'impression de bouffer partout, pareil, etc. Et moi, ce que j'aime, c'est l'aspérité, justement, du monde. Et le lycée, c'est aller à l'inverse de la complexité de l'univers. Enfin bon, bref. Et donc, t'arrives dans ce machin où je me dis, mais ces gens-là sont la solution à des tas de problèmes que je me posais en me disant, mais comment on fait pour essayer de retrouver un peu ce truc qui nous rend authentiques, humains. Les mecs sont authentiques, ils font des produits bien, ils essayent de pas t'entuber, ils croient vraiment dans ce qu'ils font. Ils sont créatifs. Ils dépassent les frontières de la couleur, de la matière. Ils font vivre des écosystèmes. Et puis quand t'achètes, généralement, c'est le cas de tous les artisans, quand tu vas le péter, il va essayer de le réparer. Le truc est d'une plus grande qualité que ce que tu aurais fait. Et je donne souvent l'exemple du parapluie. Combien de parapluies Monoprix, tiens, pour les auditeurs, combien de parapluies Monoprix ou un bal vous avez acheté, combien vous en avez jeté? Je pense que vous en avez plus que si vous aviez acheté un parapluie made in France à 70 € ou 100 €, qui est une pièce unique, qui est magnifique, que vous allez jamais perdre parce que vous y tenez vachement, et donc dans le métro, vous allez toujours regarder que vous l'avez dans la main, qui va jamais se casser au premier coup de vent, qui va être interminable, et puis au pire, s'il se casse, vous allez voir l'artisan et vous le répare pour 0. Franchement, la planète est gagnante, vous êtes gagnant, le portefeuille est gagnant, tout le monde est gagnant. Le savoir-faire est pas perdu, etc. Il n'y a pas un enfant qui fait un parapluie made in France. Oui, il y a des parapluies made in France. Il y en a à Poitiers d'ailleurs. J'en ai un. Il y en a à Poitiers, il y en a aussi au Viaduc des Arts. Bon, c'est plus cher. Mais on peut en trouver pour 70 balles. Ouais. Non, mais c'est un beau recul. Les frères Poitiers, je crois qu'ils s'appellent. À Poitiers, vous tapez, c'est une vieille boutique. Vous rentrez dedans, vous avez l'impression de voyager, c'est génial. Et puis voilà, on voyage. On va chez un artisan, on voyage. Ça fait de l'achat aussi une action qui n'est plus simplement bêtement j'achète un truc. Exactement. On change de paradigme de la consommation. C'est une histoire, tu consommes. Exactement. Ouais. Moi, c'était mon but. En fait, je me suis rendu compte, je veux changer le paradigme de la consommation, c'est-à-dire, il faut qu'on revienne à quelque chose de plus sage. Et je ne voulais pas qu'on retienne de nos générations qu'on était une génération de consommateurs. Façon Wall-E, c'est-à-dire on n'est plus foutu de faire grand-chose, on est juste là pour consommer. Et le système économique s'est construit comme ça. Et on s'appelle la société de consommation. Et moi, j'étais là, je ne veux pas qu'on s'en sorte dans ça. Ce qui a ouvert une autre porte que je n'avais pas. Et donc là, ça n'a pas été un coup de foudre, mais voilà, ça a ouvert des portes au fur et à mesure. Je suis devenu un peu plus sage. Et je me suis dit, en fait, c'est ça mon objectif, c'est d'essayer de remettre du sens dans ce que l'on fait, mais aussi et surtout d'essayer de résoudre des problèmes contemporains de ma génération. Ouais. Le reproche qu'on fait aux baby-boomers, ou que moi j'ai pu faire à mes parents, je me disais, je ne veux pas, alors je suis sûr qu'ils nous en feront, mais je veux pouvoir dire à mes enfants que ces enjeux-là, moi j'ai fait en sorte d'essayer de les confronter. L'écologie, l'emploi, la transmission du savoir-faire. On parle aussi d'écologie culturelle. Je sais pas si ça parle aussi, mais c'est ça l'écologie culturelle, c'est aussi la manière de garder sa culture. Il y a un sociologue français un journaliste et sociologue français qui a écrit un livre sur la France qui parlait d'insécurité culturelle, qui expliquait que le vote FN était beaucoup lié à l'insécurité culturelle, au fait que beaucoup de gens ont perdu énormément de repères avec la mondialisation, et du coup se sentent en insécurité culturelle, ils ont l'impression de perdre leurs repères. Puis leurs enfants n'auront pas du tout la même culture. Exactement. Ça fait très peur. Et donc ça fait des décalages, etc. Ouais. Et c'est vrai que le côté culturel, c'est quand même un truc où l'être humain, il a quand même toujours besoin de savoir d'où il vient, et il est attaché à des repères. Sauf ceux qui ont eu la chance de grandir avec des expatriés qui ont toujours voyagé, eux ils sont souvent hyper à l'aise partout. Cette flexibilité. Mais il faut pas oublier le mec qui vit au fin fond d'un pays, au fin fond du Cantal, et que lui il est attaché aussi à son pays, etc. Et puis il est légitime aussi dans son désir. Donc bon. Et donc voilà, de me dire en fait il faut réussir à penser global mais aussi agir local, et donc tout ça se marier magnifiquement bien. Donc Eureka,
Et là, naît l'idée d'Artisan d'avenir, qui s'appelle pas du tout Artisan d'avenir. Et c'est là où je me rends compte que je veux devenir entrepreneur, parce que je me dis, en fait, bosser, c'est bien, mais je suis pas heureux. Je suis pas complètement satisfait de ce que je fais. Et là, j'ai un truc qui est plus fort que moi, qui m'appelle, il faut que je fonce là-dedans. Et personne n'est entrepreneur dans ma famille. Ouais. Mais dans la famille de ma femme, ils sont tous entrepreneurs. Okay. Et donc, la chance que j'ai eue, c'est que je découvre l'entrepreneuriat par la famille de ma femme. Et donc, ça m'ouvre des possibles que je n'imaginais pas. Pour moi, mon père, c'était tu bosses, fais déjà 10 ans de conseil et puis on en reparle. Mets-toi à la marine. Ouais. Et donc, naît l'idée de l'entrepreneuriat et de me dire, OK, je vais monter une boîte, on va aider ces artisans à transmettre leur savoir-faire et à continuer à en vivre. Puis bêtement, voilà, comme tout entrepreneur, j'ai une idée, on va les aider à vendre. Idée de départ, je me dis, super idée, je vais monter le BHV du savoir-faire. Je l'avais appelé le comptoir du savoir-faire. Okay. On allait faire une boutique, on allait retrouver tous les produits artisanaux en France pour être une alternative à la consommation. En même temps, je vais sur plein de facteurs, à la fois nostalgiques ou autres, mais voilà. Donc voilà, je me dis, voilà, j'avais jamais monté une boutique de ma vie, j'ai fait des tas de trucs, j'avais des tas de blocages en me disant, mais je vais jamais y arriver, j'étais tout seul, je connaissais personne, j'avais 24 ans, enfin, c'était vraiment, c'était une lunaire dans ma tête, je disais, je vais jamais y arriver, énormément de doutes en moi, mais en même temps, une puissance de feu en moi qui brûlait, je me dis, je vais aller là-dedans. Et donc, je commence, je vais voir mon père, je lui dis, écoute, papa, je finis mon stage de fin d'études, j'aurais pas le droit au chômage, il faut que je te dise un truc, je veux créer une boîte, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu es prêt à me soutenir parce que je vais avoir besoin que tu payes mon loyer là pendant quelques temps. Premier truc, je vois sa mâchoire qui tombe et il me répond et moi ça m'a fait il me répond sûrement les mémoires qui se transforment un peu mais dans le souvenir il me répond t'es sûr que tu veux pas faire 2-3 ans de conseil avant? Et moi, je me souviens, dans ma tête, je sais pas si je transformais ça, mais je me souviens vraiment lui dire, en tout cas, penser très fort, si je fais 2-3 ans de conseil, je me pends, en fait. Okay. C'est vital, en fait. Je peux pas aller dans cette direction. Et j'ai eu beaucoup de chance avec mon père, bien qu'il ne comprenne absolument pas ma volonté farouche, comme il le dit, ou ma volonté de changer, etc. Il comprend qu'on n'est pas de la même génération, et lui-même a été en conflit avec ses parents un jour, et il me dit, OK, tu sais quoi, je te fais confiance. Je te soutiens, vas-y. Ma mère, elle est beaucoup plus, franchement, elle pourrait être un art, sans problème. Donc elle, dès le soir même, c'est génial. Lui-même, elle se renseignait sur tous les métiers d'art en France, etc. Elle était tellement encouragée. Donc j'ai eu la chance d'avoir 2 parents qui m'ont quand même soutenu. Ouais. Et donc je me lance dans ce truc-là sans savoir par quel bout de ficelle tirer le truc. Et donc, un collègue chez Suez où je travaillais me dit, mais attends, avec ma femme, on soutient une magnifique initiative dans l'entrepreneuriat social qui s'appelle Ticket for Change. Ouais. Si tu veux, on te met en contact avec eux pour voir si tu as un projet entrepreneurial dans l'impact, avec une visée vraiment de sens, faut que tu les rencontres. Providence, hasard, je sais pas. Ça tombe parfaitement bien. Donc je candidate à Ticket for Change je fais leur MOOC devenir entrepreneur du changement, donc une formation entrepreneur en fait, vraiment j'ai rattrapé. Alors j'avais eu des notions entrepreneuriales en cours parce que quand on est en école de commerce, on a toujours des notions, mais là vraiment je rattrape mon retard, j'apprends le Lean Startup, le Design Thinking, je fais un business model Canva, je fais un BP, je me projette, j'étais déjà là à me dire qu'est-ce que je vais vendre, chercher des fournisseurs. Donc t'avais quand même bien travaillé ton projet. Je poussais mon truc, mais dans mon coin, et en même temps j'avais du temps libre parce que j'avais fini mon stage, j'avais fait un peu de freelance pour Suez pour continuer avec eux, ils étaient sympas, ils m'avaient proposé de continuer sous forme d'intérim, mais voilà, sur mon temps libre je faisais ça. Et puis je candidate à Ticket et en juin 2018 je suis pris à Ticket et donc je me dis OK, je démarre vraiment, je me lance. Et Ticket, donc c'est 6 mois d'accompagnement. Donc Ticket for Change, c'est un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs sociaux. Et c'est 6 mois d'accompagnement où on va travailler autant la mission et la vision de l'entreprise que la mission et la vision d'entrepreneur. Il y a beaucoup de développement personnel. Et c'était un peu la brique qui me manquait puisque ça m'a vraiment aidé à vraiment savoir ce que je voulais vraiment construire et faire. Et donc, je me lance dans Ticket, et dans Ticket, il y a 15 jours de Tour de France où on vit avec 50 entrepreneurs, on dort dans un bus, on dort un peu n'importe où, on dort jamais, et on te massacre ton projet, et on te challenge ton projet. Et donc, on me met dans une vraie démarche entrepreneur en disant, tu tombes jamais amoureux de ta solution, tombe amoureux de ton problème. Ouais. Et donc, tu vas passer 3 mois juste à aller voir des artisans, rencontrer des artisans, discuter avec des artisans. Et aussi bizarre que ce soit, j'avais une panique bleue d'aller rencontrer mes bénéficiaires. Et ça, je pense que pour des entrepreneurs,
et je le vois souvent. Il y a toujours cette panique bleue chez l'entrepreneur, et maintenant que j'accompagne des entrepreneurs, je le vois souvent. C'est le mec qui met 3 mois à les démarcher, à les questionner. Il y a une peur. Son vrai client. Ouais, il y a une peur que les mecs te disent, mais c'est nul, qu'est-ce que tu veux faire, m'emmerde pas, on a déjà trop de problèmes comme ça. Ouais. Et donc, fun fact, je demande à ma femme de m'accompagner pour rencontrer une entrepreneur. Elle m'accompagne à 2 rendez-vous parce que j'avais trop les jetons, en fait, de me faire jeter comme un malpropre. Un mec de 25 ans qui sort d'école de commerce, qu'est-ce qu'il va m'apprendre, quoi. Mais j'étais dans une démarche, moi, je m'intéresse à vos projets, je sens que vous avez des difficultés, je veux voir comment je peux aider. Et donc, je rencontre un super artisan d'art qui est devenu un mec qui est toujours très actif chez Artisan d'Avenir, qui est un gars qui est à Versailles et qui est un super artisan, et je fais sa pub, il s'appelle Damien Béal, qui passe 1h30 avec moi et qui me dit tous les problèmes qu'il rencontre. J'en rencontre plein comme ça, des petites structures, des grandes structures, des couteliers de tiers, le potier que j'avais vu en reportage l'appel et tout, donc voilà. Et à la fin, j'ai mon... Ouais. Du coup, Cam, il y a 2 choses. Moi, je trouve ça trop marrant, le tombe pas amoureux de ta solution, tombe amoureux de ton problème. Parce que c'est vrai qu'en fait, au bout de 2 mois, tu auras changé 60 fois 10. C'est ça, exactement. Enfin, d'expérience aussi. Et je trouve ça marrant, ce côté, en effet, t'as peur d'aller voir, enfin, la peur d'aller se confronter à ton utilisateur, à ton client. Et donc là, pour moi, c'est la première étape, de toute façon, de l'entrepreneuriat, c'est que tu dois aller parler, et tu proposes. Mais comme tu dis, ça se passe bien souvent. Ça se passe bien. Tu vas aller voir en disant, vous avez un problème. Mais c'est pour ça que souvent, ce que je dis aux gens, je dis, si vous avez peur, allez-y avec quelqu'un, allez-y avec un pote. Parce qu'en fait, une fois que je l'ai fait une fois avec ma femme, je dis, bon, en fait, ok, c'est bon, je peux le faire. Et en fait, j'ai rencontré des super artisans qui sont ensuite devenus nos premiers utilisateurs, nos premiers testeurs, nos premiers fans, nos premiers prescripteurs. Mais voilà, cette frousse bleue, enfin voilà, tout ça pour dire qu'on peut, je suis sûr de l'extérieur, quand les artisans d'art, ils regardent Artisans d'Avenir, ils voient les fondateurs, ils disent, ah, c'est génial, t'entends, tu sens quoi. Mais s'ils savaient à quel point moi j'ai eu les chocottes d'aller les voir la première fois. Tu vois, vraiment, mais souvent, pour ça, moi, l'entrepreneur qui se la pète, qui dit j'ai vu, j'ai vaincu, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, enfin, tous les trucs qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, mais attention, combien ça cache d'orgueil et d'hubris par rapport à la réalité. Là, ça cache de la réalité. On est des êtres humains, tout le monde se cague, franchement, sur plein de trucs. Enfin, on va se dire les choses, mais vraiment, tout le monde a peur d'énormes, alors de trucs irrationnels. Moi, j'avais peur de prendre mon téléphone et d'appeler le mec qui était le meilleur ouvrier de France, qui formait 40 apprentis et qui allait, pour lui dire, Coco, ouais, je veux bien t'aider, j'ai 25 ans, je sors d'une école de commerce, je connais rien à ton métier. Je ne connais rien à ton métier. Le syndrome de l'imposteur, il est monumental. Mais vraiment, tu te dis, je vais aider des mecs, je ne comprends rien, je suis même pas artiste. J'ai un niveau de dessin d'un enfant de 3 ans, quoi. Non, mais voilà. Tu fais des Lego. Ouais. Et en même temps, c'est une super force, parce que du coup, tu pars table rase et t'apportes de la démarche et de la structure et du processus que les gens n'ont pas. Et donc, au contraire, la diversité fait naître l'innovation, et c'est là où c'est fort. Et donc, je fais ma vraie étude de marché, je fais un énorme abat problème, je travaille énormément de trucs. J'ai une force, c'est que par mes études et par mon cursus, je suis très analytique. Et donc, à force de creuser, je me rends compte qu'il y a 2 problèmes principaux. C'est que c'est des entrepreneurs, avant tout comme les autres. Ils ont autant de problèmes que les autres entrepreneurs, sauf qu'ils sont formés que à leur savoir-faire. Et que, quand bien même ils ont fait une carrière avant et qu'ils sont reconvertis, on n'est jamais un bon conseiller pour soi-même, et ça fait pas de temps un entrepreneur. Et donc, comme j'étais à Ticket for Change et qu'en plus je voyais tout ce qui se passait dans l'entrepreneuriat qui commençait à se former, en fait, 2016-2017, ça y est, c'est commencé, on était encore à la fin des prémices. Ouais. Les prémices, c'est début 2010, vraiment, les incubateurs, etc. Ticket for Change avait 3-4 ans, etc. Et donc, je me dis, attends, on va faire le Ticket for Change pour les artisans d'art. C'est les entrepreneurs, leur grosse problématique, c'est le temps, c'est l'argent. Le manque de moyens et la compétence. Ils ont besoin de soutien, ils sont seuls, encore plus que les autres, ils souffrent de la solitude des entrepreneurs. Donc, on va créer un réseau d'accompagnement. Et ça y est, je passe de je veux faire une marketplace à un réseau d'accompagnement. Et en plus, je me dis, j'ai rien à réinventer. Les incubateurs font des trucs géniaux. Ouais. Les programmes d'accompagnement existent. Je peux m'inspirer, mais par contre, il faut qu'on soit les meilleurs sur le sujet de l'artisanat. On va pas faire la même chose avec des techos, avec du numérique ou qu'avec des artisans d'art. Et donc, au fur et à mesure de toutes ces rencontres, j'ouvre mon réseau, je rencontre des tas d'experts dans le sujet. Je rencontre mon associé par Ticket for Change en 2018. Okay. Au début, on a des projets très différents et puis on discute. Les fiançailles durent longtemps, ils durent bien 6 mois. On a 20 ans d'écart. Ok, ouais. Enfin, peut-être pas 20 ans, 15 ans d'écart. Okay. Elle est mère de 4 enfants, mariée. Moi, je suis étudiant, voilà, donc décalage total de vie, donc expérience d'associé hyper marrant. On tâtonne, puis je sens que dans ma vision, j'arrive à embarquer Aude, du coup, mon associé,
Elle est passionnée par les métiers d'art, donc on sent qu'elle a commencé à monter un truc et que elle a envie vraiment de monter un truc dans les métiers d'art et que son truc commence aussi à tourner, qu'elle s'est fait un bon réseau et donc on se dit ok, ça marche bien. En plus elle tente plein de trucs, elle est hyper, elle va sur le terrain, elle a pas de peur d'appeler des gens et de les rencontrer en direct. Je lui dis c'est parfait, on est complémentaires. Et donc en février 2019, je lance un POC, je lance une soirée où un POC, Proof of Concept. Proof of Concept, voilà, en me disant l'idée c'était de se dire on fait un réseau d'accompagnement, donc on va tester des formats où c'est toujours la même chose, on va faire apporter aux artisans d'art l'expertise et l'expérience d'un artisan et d'un expert du domaine, de la thématique. L'artisan va apporter le regard très artisanal d'art et le professionnel va apporter le regard technique et la discussion entre les deux va nourrir de la réflexion, des tips, des conseils. Et donc on organise une première soirée comme ça je fais venir tout mon réseau de dauphines, des gens qui sont en école de com, dans des boîtes de com, etc. On fait une soirée marketing digital. On invite plein d'artisans d'art qu'on avait contactés de nos réseaux, donc je fais venir ceux que j'avais eu et tout. Je leur dis écoutez, vous prenez 3 heures, on va vous aider sur tous vos sujets de marketing digital. Et comme la plupart sont très loin du compte, ils se disent ok cool, c'est gratos, vous venez. Moi Ticket for Change m'avait prêté leurs locaux gratos et tous mes potes d'école de com et tout faisaient ça pro bono. Donc ça me coûtait rien. J'avais mis toute mon énergie, j'avais fait des quiches, j'avais fait des pizzas, j'avais fait des salades de tomates, j'avais passé 24 heures à faire de la bouffe. Et ma femme était venue, m'avait aidé, des tas de potes étaient venus m'aider, des potes qui sont venus m'aider, on avait fait un buffet, vraiment en mode POC, genre on fait un événement, il faut que ce soit pro, mais pas des chips et tout. Et puis on a testé des formats, on a fait des tables rondes, du one-to-one, du mentorat. J'avais fait venir mon frère qui était étudiant en ciné pour prendre des vidéos en me disant comme ça on pourrait l'utiliser après pour des captations, des retours de témoignages. Et on fait un POC. Ouais, exactement. Juste pour prendre en gros, tu regardes ce reportage en été, tu dis, ok, mon truc, là, il y a des artisans qui sont en galère, ça se meurt, j'ai envie de les aider. Là, été 2017, je vois le reportage. Début 2018, je commence à maturer dans mon coin en faisant de MOOC. Juin 2018, je rentre chez Ticket. Je rencontre mon associé et le temps de mûrir le projet et tout, c'est début 2019 le POC, de le monter, etc. Tu passes du temps à appeler quand même ces gens-là pour confirmer les besoins, confirmer. En fait, je pense que c'était ma réussite. Enfin, ma réussite. Je pense que ce qui a fait la réussite, d'Artisan d'Avenir, c'est qu'on a passé énormément de temps à bien comprendre le problème. Et vraiment, j'ai lu toutes les études, j'ai lu, il y a Anne Jourdain, qui est une sociologue de Dauphine, qui écrit des super, peut-être la seule sociologue qui parle de l'artisanat d'art en France. J'ai lu tous ses articles, tous ses écrits, j'ai lu La révolte les premiers de la classe, sur le phénomène de la reconversion, j'ai lu Bullshit Jobs, j'ai lu, l'éloge du carburateur. Alors, j'ai pas tout su, il y en a que j'ai lu la fiche synthétique, on va pas se mentir. Mais il y en a dont vraiment les études d'Anne Jourdain, j'ai tous su, Madame Jourdain, si vous m'entendez, j'ai vraiment lu vos études. J'avais encore mes comptes Cairn de Dauphine, j'en profite. J'espère qu'il y a longtemps. Voilà. Et donc ça met une bonne année entre le moment où je pars d'une idée, je me sens encore chez Suez, et le moment où vraiment je lance une boîte, ça met une bonne année. Il y a des tas de gens qui m'ont aidé, je les cite pas ici, mais qui ont prêté un coup de main à un moment donné ou à un autre, qui sont arrivés dans l'aventure, repartis, qui ont pas souhaité rester, mais voilà, on s'appuyait toujours énormément sur le réseau local et des gens qui sont au chômage, qui changent de carrière, qui sont prêts à t'aider. J'ai beaucoup joué sur ce côté-là, et donc de temps en temps j'essaye de le rendre aussi. Mais on arrive, on fait ce POC, ça marche. Et donc je me dis ok, j'ai validé l'hypothèse principale. On peut tester plusieurs formats. Donc tous les mois, on commence à tester vraiment de manière très artisanale comme ça, des concepts de formats, des webinaires, des workshops, des ateliers, du mentorat one-one, de l'intelligence collective. Ensuite, on commence à faire des conférences avec des artisans d'art un peu stars qui viennent parler de leur parcours. Et donc on teste plein de formats, on voit ce qui marche pas. On est en mode test and learn, MVP, etc. Argent dans ce truc, tu fais rien payer pour l'instant. Rien. Aussi, alors très rapidement on fait payer en se disant ce qui n'a pas de valeur, ce qu'on ne paye pas n'a pas de valeur. Donc, dès la deuxième soirée, on commence à faire payer 5 balles, puis ensuite 15 balles. Pour des artisans qui n'ont pas d'argent, payer 15 € une soirée, on se dit c'est déjà une bonne preuve du fonctionnement. Et puis ensuite, on structure un peu le truc en se disant pour que ça marche, il faut que ce soit une asso. Parce qu'en fait, on aide des gens qui n'ont pas d'argent. On est sur un marché de niche déjà. Donc la scalabilité, voilà. On est sur un marché de niche avec une mission à impact, voilà, avec une mission à impact. Donc en fait, quand tu dis impact, nous c'est de l'impact social, c'est-à-dire qu'on décide d'aider des gens qui ne vivent pas de leur métier. Donc à partir du moment où tu décides d'aider des gens qui ne vivent pas de leur métier, c'est pas eux qui vont payer.
Donc si ce n'est pas eux qui payent, il faut un tiers payeur, j'ai envie de dire. Il faut solvabiliser quelque part ton marché. Et donc dès lors que tu aides des gens qui n'ont pas d'argent, si t'as pas une volonté politique ou une volonté d'entreprise particulière de venir soutenir ces métiers-là, oui, ton métier, toi, c'est simplement d'accompagner les gens. Le plus simple, c'est d'aller vers des modèles associatifs, où tu vas aller pouvoir chercher auprès de fondations d'entreprises, fonds de dotation, auprès de grandes structures qui œuvrent dans ces métiers-là, du soutien. Okay. L'idée n'a jamais été d'être dépendant des sources subventions et autres, parce que il faut pouvoir survivre aux aléas de demain. Ils décident de changer de thématique à financer et ça y est, t'es mort. Ouais. Donc il y a une grosse fondation dans les métiers d'art qui s'appelle la Fondation Bettencourt, qui aujourd'hui nous soutient. Donc c'est une grosse fondation qui nous soutient. Donc c'est un très beau tampon parce que la Fondation Bettencourt, c'est la première fondation de France en termes de montant, en termes d'engagement. Ils financent autant la recherche que la science, que la santé, que la culture, que les métiers d'art. Okay. Et en fait, on a eu ce financement après un peu plus de 4 ans d'activité, donc c'est arrivé sur le tard. Mais moi, très rapidement, je me suis dit, il faut qu'on développe notre modèle économique et donc il faut qu'on ait une partie d'adhésion. Il faut que les artisans d'art payent. Donc malgré ce que tu disais, finalement, ils finissent par payer. Il faut qu'ils payent, mais non pas. En fait, il faut que ce soit. C'est pas ça qui va te faire manger. Mais il faut qu'ils payent parce que ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Ouais, c'est la base de ce que tu apprends en proposition de valeur. C'est une vraie proposition de valeur, c'est ce que les gens veulent et ils sont prêts à payer pour ça. On a fait l'expérience quand on faisait un atelier ou un événement où les gens ne payaient pas, on avait 50% de gens qui ne venaient pas. Okay. Quand tu fais payer, t'as plus que 15-20%. En fait, si tu payes pas, c'est beaucoup plus facile de dire je viens pas, ok, bon, j'ai pas le temps, etc. Donc en fait, ça a pas vraiment de valeur. Si tu fais payer, les gens viennent et jouent le jeu. Donc c'est surtout ça en fait, c'est un prix qui est symbolique. Aujourd'hui, l'adhésion Artisans d'Avenir, c'est 59 € par an. 59 € par an, t'es à 5 € du mois. Je pense que même si t'as du mal à vivre de ton métier, pour avoir un réseau qui t'accompagne, donc aujourd'hui on fait énormément de choses, hein. On a des ateliers thématiques tous les mois, on a des lives, on a un annuaire, on a pas mal de on a beaucoup de contenu qu'on met à disposition, etc. Mais en fait, il faut que tu le fasses payer, tout simplement parce qu'il faut que ça vive et puis surtout ça a de la valeur, c'est une vraie valeur. Et les gens s'engagent une fois qu'ils ont payé, les gens sont plus engagés que s'ils ne payent pas. Donc ça, c'est la première logique. La deuxième, c'est d'aller chercher des fondations et d'argent de donateurs pour pouvoir financer le développement de l'activité. Et la troisième, c'est l'organisme de formation qu'on a créé, c'est de pouvoir avoir une activité lucrative à côté qui nous permettent de ne pas perdre le caractère d'intérêt général dans une association. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une association d'intérêt général, c'est ce qui permet de défiscaliser. J'ai pas eu le dernier point, mais peut-être que tu auras bien. Pardon, ouais. 1, les adhésions. 2, les dons. Et 3, l'activité économique. Donc, développer une activité économique qui te permette de marcher toujours sur 3 pieds, ce qui fait que s'il y en a un qui tombe, t'en as toujours 2 et tu meurs pas tout de suite, quoi. Ok. Donc, adhésion, c'est très simplement ce que t'as dit. Adhésion, c'est, voilà. Les artisans qui payent, fondation, c'est des... Imaginons, à 59 € par mois, t'arrives à avoir 1000 adhérents, bah, c'est 59 000 €, ça peut être un ETP. Imaginons que demain, tu as 5 ETP, tu en as déjà un qui est pris en charge par tes adhésions. Donc, tu vas pas faire de la scalabilité monumentale, hein, mais voilà. Une fondation te permet de financer les compléments et l'activité de formation, c'est de développer une activité économique qui nourrisse le modèle économique, pas à 100%, mais qui permette de solidifier et de pas dépendre que de la subvention. Et donc, on a développé une activité d'accompagnement, c'est-à-dire des programmes d'accompagnement, ce qui correspond à peu près à mon métier aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment de l'accompagnement sur le temps long, parce qu'on était parti du constat que c'est bien un événement comme ça, one shot, c'est bien un podcast, mais c'est pas ça qui fait que le gars tout seul dans son atelier ou la femme qui se reconvertit va réussir. À un moment donné, t'écoutes, tu lis notre livre, tu fais ce que tu veux, mais t'as besoin d'être accompagné pour avoir des retours, parce que de temps en temps t'as juste besoin qu'on te dise oui parce que t'as besoin d'entendre oui, qu'on te dise non parce que t'as besoin d'entendre non. C'est humain. Du coaching. Et donc, on a développé des programmes d'accompagnement. Un programme d'accompagnement, au début, à monter from scratch, ça demande soit tu te dis,
je le fais financer par des fondations et tu reviens au même problème. Soit tu te dis, je m'appuie sur ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire le mécanisme de financement par la formation professionnelle continue. C'est-à-dire que tu montes un organisme de formation. À l'époque, c'était Datadoc, maintenant c'est Calliope. Donc tu vas chercher les certifications qui te permettent d'avoir les financements et de pouvoir faire appel au financement de la formation professionnelle. Donc le CPF, les OPCO. Sachez que si vous travaillez, vous cotisez pour un OPCO qui vous permet de vous payer des formations. Voilà. Et donc on a monté nos programmes sur la base de la SAS qu'avait créé mon associé, puisque elle, quand on s'était rencontrés, elle faisait des formations mais au métier d'art. Et donc on s'est dit c'est nickel, en fait on a déjà la structure, on peut monter des programmes d'accompagnement. En plus sa structure était Datadoc à l'époque, et donc il y avait juste à passer en Calliope. Et donc toute la partie lucrative on l'a fait passer là-dessus. Et donc on a monté 2 programmes, un programme de 2 mois qui s'appelle Devenir artisan avec le campus des métiers d'art de Versailles qui est axé sur la reconversion. L'objectif, c'est d'aider les gens qui se posent la question, je veux me reconvertir, est-ce que je suis capable d'en faire mon métier? Donc on en est, alors il y a eu 2 promos petites ça s'appelait pas Devenir artisan, puis 2 promos Devenir artisan qui est le nouveau programme. Donc en tout, c'est à peu près 4 promos, voilà. Et un autre programme qui lui est un peu le programme phare et qui moi c'était mon bébé, c'était vraiment mon idée originelle. C'est le programme Impulsé qui est vraiment un programme d'accompagnement de 4 mois d'incubation à la création et au développement de l'activité quand t'es artisan d'art. Donc là, on prend des gens qui commencent leur activité d'artisan ou qui sont installés depuis 2-3 ans et on les aide vraiment à réfléchir en mode entrepreneur. Et en plus, c'est ta vision de base, quoi. Et à en vivre, exactement, à en vivre, et on travaille tout. On travaille le positionnement de marque, on travaille le pricing, on travaille la commercialisation, on travaille à parler de soi, à parler de son projet, on travaille à travailler son univers, on travaille vraiment tout, même à faire des BP. C'est con, hein, mais un artisan d'art, un BP, pour lui, à quoi ça sert? Un BP, c'est un business plan. Un business plan. Mais en fait, quand vous allez voir votre banquier et que vous allez chercher, quand tu vas voir ton banquier et que tu vas chercher 10 000 euros pour acheter des machines, il va te demander un business plan. Donc voilà. Et donc, on a monté ce programme-là qui est le seul en France qui existe. Et donc ce programme, c'est un carton, on en est à sa 6e promotion, c'est un peu plus de 100 artisans accompagnés. Et combien ce programme de 4 mois? C'est 2700 euros. C'est quasiment rien. En fait, c'est limite si on rentre dans nos frais. Faudrait pas que je le dise, mais on pourrait le vendre plus cher. Après, voilà. Et il est quasiment, généralement, financé une grosse partie par les OPCO, par le CPF. Okay. Donc, les artisans, à la fin, in fine, ils payent un petit peu de leur poche, mais pas énormément, voire quasiment rien. Donc, c'est cher. En même temps, ça l'est pas assez. En même temps, c'est un programme hyper stylé. Et moi, je me suis beaucoup inspiré par mon Ticket for Change. L'idée, c'était ça, hein. On s'inspire de ce que font les gens très bien et on le met au goût de l'artisanat d'art. Et donc, ce programme qui existe, on est à sa 6e itération. On le fait en partenariat avec Matrice, qui est un incubateur, dans le 15e. Et avec le Studio La Racine, qui est un studio de design dans les métiers d'art. Donc aujourd'hui, Artisan d'Avenir, c'est une association qui vit avec son modèle d'adhésion et du soutien de la Fondation Bettencourt aujourd'hui. Et on repart sur une nouvelle levée de dons. Donc ça, c'est la DG Caroline qu'on a recrutée après la première levée de dons, qui était une bénévole dans le projet, qui est passée au poste de DG. Plus mon associé qui aujourd'hui avec une alternante pilote l'activité et puis part sur ce deuxième développement, et la formation sur laquelle on a 2 gros programmes. Et l'objectif à terme, c'est qu'effectivement ce soit qu'une seule grosse structure avec une activité économique qui vienne apporter un financement assez stable à la structure associative. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un modèle hybride en entrepreneuriat social. T'as les deux en fait. Et voilà. Et en fait, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, Artisan d'Avenir, c'est 2 programmes du coup de formation. C'est des webinaires, des lives tous les mois. C'est un tour de France des artisans d'art qu'on a organisé il y a 1 an et qu'on va essayer de relancer. Dont l'objectif est de faire émerger un peu les pépites de l'artisanat d'art de demain. Dans notre jury, par exemple, on avait Stéphane Bern ou Franck Ferrand, donc voilà, c'est pour vous dire. On a le prix LVMH, avec qui on est partenaire. On a des ateliers thématiques tous les mois pour nos adhérents. On a le podcast Voix, et en tout, c'est à peu près 4600 bénéficiaires, donc entrepreneurs depuis 2018. C'est un peu quasiment plus de 150 personnes accompagnées par nos programmes de formation. Sur un marché où tu as 60 000 entreprises, 4600, c'est pas mal. Et donc aujourd'hui, on est reconnu dans ce qu'on fait. T'as réussi ton objectif. J'ai réussi mon objectif. J'ai pris un peu de recul parce qu'entre temps, la vie te fait découvrir l'entrepreneuriat aussi et rencontrer d'autres entrepreneurs.
Donc moi, je suis parti j'ai continué Artisan d'Avenir quand j'étais encore chez Matrice, puisque j'ai bossé chez Matrice. Au bout d'un moment, j'avais plus d'argent. Artisan d'Avenir tu payais plus? Non, en fait, je me payais pas. Les 2 premières années, alors 2018, je faisais encore des missions de conseil, comme je disais. 2019, je fais le pari de me mettre avec le peu de chômage, je devais avoir 700 balles par mois, vraiment rien. En plus on emménage avec ma femme. Je dis écoute, c'est tout pour le tout là. J'essaie pendant 9 mois vraiment. Je fais plus rien à côté, je fais que ça. Je m'étais donné une deadline de fin 2019 pour si on arrivait à décoter des fondations ou non. Alors les fondations, on n'avait pas assez de preuves, je pense, pour qu'elles nous suivent. Elles nous ont suivis. Ils ont commencé à vraiment s'intéresser 2 ans plus tard, qu'on avait vraiment prouvé que on avait réussi à faire des choses énormes avec 2 euros, quoi. Et donc en 2020, je commence à rebosser pour l'incubateur de Matrice, puisque j'avais développé tout un tas de compétences par l'entrepreneuriat et par la création d'Artisan d'Avenir. Et là-bas, en fait, c'était bien, ça m'a nourri. C'est qu'à la fois, comme je pilotais des programmes d'innovation chez Matrice et qu'en même temps, j'avais Artisan d'Avenir, je me nourrissais vachement des deux. Et la preuve en est, c'est que j'ai monté le programme Impulsé quand j'étais chez Matrice. Okay. Donc c'est juste de dire ce que c'est Matrice. Matrice, c'est un institut d'innovation technologique et sociale qui travaille beaucoup sur les sujets de l'impact en fait du numérique et des nouvelles technologies dans la société. Et il y a à la fois un studio d'innovation, il y a des résidences artistiques, tu vas aussi trouver de la formation, tu vas trouver un incubateur. Ok. Donc c'est très large. Et donc quand tu étais chez Matrice, tu faisais en même temps Artisan d'Avenir, en même temps Matrice. Ouais. Ça a commencé à chauffer en 2020. En fait, 2021-2022, ça a été la pire période pour moi. Parce que 2021, j'ai mon premier fils. Donc, j'ai la naissance de mon fils Marin en mai 2021. Et dans la foulée, je me fais approcher par un entrepreneur qui décide de monter un fonds d'investissement et qui veut me débaucher. Et en fait, moi, j'étais dans mes petits chaussons chez Matrice. Je venais de recruter dans mon équipe. J'aimais bien tout le monde. L'ambiance était cool. Mais l'opportunité de passer en VC, de découvrir ce monde-là, en plus ce projet était super, c'est de l'investissement impact dans des... Je me suis dit, allez, vas-y, c'est le moment ou jamais. Chez Matrice, bon là, t'as développé plein de trucs, mais tu vas un peu rejouer le même truc, donc... Et je décide du coup de suivre ce projet entrepreneurial qui est de monter un fonds d'investissement avec des gens qui ont tous quasiment entre 40 et 60 ans, qui sont beaucoup plus forts que moi, beaucoup plus professionnels que moi. Et je passe du gars chez Matrice ou chez Artisan d'Avenir qui maîtrise, qui est très entrepreneur, à le gars qui connaît rien de tout ce monde-là et qu'on appelle le petit jeune en permanence, quoi. Tout en gérant encore un peu. Tout en gérant Artisan d'Avenir. Et en fait, je suis arrivé dans une position où je ne connaissais rien, où j'ai dû tout apprendre, avec un enfant qui faisait passer nuit et c'était très dur, et en gérant Artisan d'Avenir à côté. Et là, au bout de 6 mois, je suis vraiment un épuisement, quoi, un micro burn-out. C'est pas un vrai burn-out, mais vraiment épuisement. Je perds pied, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? L'investissement, c'est pas pour moi. Ça se passait très mal. Enfin, moi, je vivais très mal la relation que j'avais avec les associés. J'étais pas hyper heureux, quoi. Et donc, je me dis, au bout de 6 mois, je me dis déjà, faut que je retourne dans l'incubation. Enfin, je veux pas faire ce métier-là. Okay. Or, il me proposait d'être associé, il me proposait d'être associé dans le fond. En ensemble, ça se passait bien. De mettre des billes, de donner, enfin, si vraiment j'avais, je pense que si ça avait été d'autres personnes, j'aurais peut-être pu me prendre au jeu. Le problème, c'est que personne n'était expert de l'investissement. Je me suis retrouvé à faire un métier sans être forcément formé. J'avais des bases de finance et je connaissais, moi, l'accompagnement d'entrepreneurs. Je connaissais la vie de l'impact, etc. Le métier de VC, c'est un métier. Tu dois te former, tu dois le vivre. Et moi, j'avais personne pour me former à ça. Donc c'était très dur, l'ambiance c'était pas terrible, donc tu commences à perdre confiance en toi, tu dis que t'es nul dans ton métier, donc c'est un peu dur, tu vois. Un peu comme ambiance Poitiers, mais... Ouais, un peu comme ambiance Poitiers, et puis surtout t'as l'impression de redevenir un stagiaire, t'es traité comme un stagiaire, on te redonne les tâches de stagiaire, okay. On t'appelle le petit jeune, enfin vraiment c'était un peu dégradant, il y a vraiment des sujets de... Il y a pas longtemps, là, on a reçu une formation là sur le sujet d'harcèlement en entreprise. Avec le recul, je me dis que j'ai subi d'harcèlement en entreprise. Vraiment, des situations que j'aurais jamais dû laisser passer. Maintenant, je me dis en fait, j'aurais jamais dû laisser passer. Vraiment des trucs sous couvert de bienveillance, de oui, t'inquiète pas mon petit, on va te former. Franchement, on m'a vraiment pas bien traité. Et à l'époque, tu l'as pas vu pourquoi? Bah parce que j'étais coincé. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que mon fils naît, je me lance dans ce truc-là, on achète un appart, je m'endette sur 25 ans,
Ma femme décide de changer de boulot, puis elle a un métier avec travailleur social, donc si tu veux, elle gagne l'équivalent d'un SMIC. Donc tu te retrouves avec tout ça sur le dos et ta vie en l'espace d'un an elle change. T'as acheté, t'as eu un enfant et tu fais un métier que tu connais plus et que tu maîtrises pas. Et surtout, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le but de ma vie? Vraiment, se repose cette question. Toujours, Et qu'est-ce que je fais là? J'avais l'impression que ça faisait du sens, ce que je faisais, etc. Donc, je me pose plein de questions, y compris sur... Je vais très loin dans la philosophie, hein. Je m'intéresse beaucoup sur le sens de l'investissement, le sens du financement, l'éthique de l'investisseur. Je me posais énormément de questions sur l'équilibre entre ce métier que je fais et ma propre éthique personnelle. Ouais. Et même ma foi, parce que c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que au moment où je lance Artisan d'avenir, j'ai vécu un phénomène de conversion religieuse qui fait que moi qui étais athée, j'ai basculé dans la marmite, dans l'eau bénite. Donc ça a été aussi énormément révélateur pour moi. Et donc, arriver dans un métier comme ça où il faut avoir un peu de dons, les crocs, 90% de ton temps tu dis non aux gens, tu mets des billes dans le truc qui va t'en rapporter un max. Et puis on dit non mais t'inquiète mon gars, c'est la parabole des talents. On te donne un talent, faut le multiplier par 10. Toi tu dis bon ok, moi c'est pas ce que je lis entre les lignes quand je dis ouais. Et donc en gros, un peu crise. C'est intéressant ce que tu dis sur la partie financement. Ouais. Je ne me suis pas du tout penché à ce point-là, mais de temps en temps tu te dis bon ok ouais, faire de l'investissement à impact, pourquoi pas. Et donc toi ta conclusion c'est de te dire en fait il y a un sens peut-être, même s'il n'est pas économique, à faire fructifier des projets. Mais en fait, ça reste de l'investissement dans lequel tu cherches à avoir un maximum de rendement et ça reste un truc de non, en fait, non. Alors non, je pense que non. Alors au final, moins manichéen que ça, parce que les choses sont plus complexes. Ouais. Je pense que justement, c'est important d'avoir des startups à impact, c'est-à-dire des gens qui cherchent la scalabilité, parce que si t'as un impact, type Yuka par exemple, ou type je sais pas Too Good To Go, ou type voilà, des entreprises comme ça, si vraiment tu veux que ça explose, il te faut des gens qui investissent. Et après, tu peux... un modèle économique. Ouais, il te faut un modèle économique. Et une fois que tu as un modèle économique, si tu veux que ton impact soit réel sur le monde et que tu veux qu'il se disperse, et si vraiment c'est la vision de ton entreprise, et d'ailleurs, je trouve que la raison d'être d'une entreprise, c'est hyper important. Si tu veux que ça se disperse, il faut du gasoil. Mais l'argent doit être au service de la mission de l'entreprise, et pas l'inverse. La mission enfin Schumpeter là, le seul objectif et unique objectif de l'entreprise c'est de faire du bénéfice. Non, en fait non. En fait le bénéfice, je sais c'est Schumpeter, enfin je sais rien économiste, je veux pas dire de conneries, mais c'est des cours de macroéconomie de licence, je m'en souviens plus. Mais en tout cas là, je sais que c'est ce que t'apprends en macroéconomie, qu'une entreprise existe pour faire du bénéfice. En fait non. Ce qui est historiquement n'est même pas vrai. Non, mais en fait la vraie logique de l'argent, c'est que l'argent est la modalité et le moyen des échanges entre êtres humains. D'une certaine équité, mais que voilà, pour revenir à une parabole, tu peux pas servir de maître, quoi. Soit tu sers l'argent, soit tu sers la mission que tu portes. C'est très dur l'argent doit être au service de la mission que tu portes, et l'argent n'est pas sale en soi. Alors moi je dis voilà, il faut pas avoir peur. C'est un excellent outil. Ouais, puis c'est ce qui permet c'est ce qui a permis de réguler les échanges entre êtres humains et c'est ce qui permet de se comprendre sur une base commune et pas de s'entretuer pour voilà, exactement. Mais il faut que ce soit au service. Donc qu'un investisseur qui gère de l'argent pour compte de tiers, c'est-à-dire ton argent ou le mien, ce que tu as pu mettre sur un livret A, ce que tu as pu mettre sur un PEA, etc. Que le gars dise écoutez, moi c'est de l'argent de d'autres que j'ai investi, il va falloir que je leur rende. Et puis il faut que je leur rende aussi avec l'inflation et tout, avec un peu plus. Ils prennent un risque, ils peuvent le perdre. Bien sûr, je l'entends. Il prend le risque, il investit, etc. Et moi, j'encourage vachement ce mouvement des fonds à impact qui maintenant le font sur une base on investit avec des critères d'impact. On fait pas rentrer les projets s'ils rentrent pas dans notre thèse d'impact. On a une mesure sérieuse d'impact. Le carré d'intérêt, c'est-à-dire la rémunération des associés dans le fonds et de la société de gestion qui gère le portefeuille est corrélé sur l'impact des sociétés dans lesquelles on investit. Là, on rentre sur une justice. Ouais. Là, on rentre sur quelque chose de super. De la même manière qu'une start-up qui partage ses actions à ses salariés nourrit vachement un modèle économique qui est viable, qui est supportable, qui est durable, juste sur le sens humain, etc. Donc moi, je dirais pas que l'investissement, etc. C'est juste que j'aimais pas le fait d'être derrière un écran à faire de l'analyse. Okay. J'aimais pas le fait d'être en face de gens et de leur dire non, et j'aimais pas les gens forcément la manière dont ça se... Enfin, c'est pas que j'aimais pas les gens, ils étaient sympas, mais voilà, on peut pas dire trop de choses, mais j'aimais pas la manière dont ça se passait. Ouais.
Ils m'ont donné leur confiance, c'était super, mais j'aimais pas du tout la manière dont ça se passait. Et là où j'étais mauvais, c'est que j'ai pas été assez franc dans la manière de leur dire. Et je me dis aujourd'hui, je me laisserai plus faire. C'était peut-être la philosophie au même titre un peu que dans ton truc de marketing. Ouais. En fait, ça résonnait pas du tout avec toi. Ça résonnait pas avec moi, avec mes tes collègues. C'était trop idéologique dans un certain sens. Trop idéologique et surtout pas du tout incarné. Okay. Pas du tout incarné. Quand on dit on investit pour sauver des vies, etc. Et puis qu'en fait, t'as l'impression de te faire critiquer en permanence, voilà. Moi, c'était un peu dur là-dessus. Ok. Mais donc, tu te retrouves dans une nouvelle petite crise à dire qu'est-ce que je fais? Et je me retrouve dans une nouvelle prise à dire qu'est-ce que je fais. Ouais. Et là, ouais, non. Alors oui, après, là, ce que je fais, c'est que je pars en randonnée. Ok. Pendant 3 jours, je reviens. Ce micro à dire de la randonnée. Moi, j'adore la randonnée. J'ai grandi avec des parents randonneurs. Tu me racontais ta vie, c'était toute la France. Ah ouais, c'est ça. Donc, tu pars où alors? Je vais marcher dans le plus économique et le moins loin possible. Je fais le golfe du Morbihan, le sentier des douaniers pendant 3 jours. Et là, je me dis, poses toutes les questions là, parce qu'en fait, j'avais une charge mentale qui allait exploser. C'était en fait l'angoisse, c'est la différence de la peur, c'est que la peur, t'as peur d'un objet concret. L'angoisse, c'est une peur dont t'arrives pas à identifier la cause. Okay. C'est diffus. Tu sais pas quelle est la cause de ton stress et de ta peur. Et du coup, t'as besoin d'éclaircir et de poser et de verbaliser et de poser le pour et le contre. Et moi, j'étais arrivé à un stade où je me posais tellement de questions existentielles et je m'en pose tous les jours, hein. Franchement, que en fait t'as besoin de marcher parce que marcher c'est t'aider à réfléchir et t'as besoin d'être seul quoi. Voilà. Ta femme elle te dit ok quand tu ma femme elle me dit ok je vais pendant 3 jours je te laisse le bain ouais alors en fait elle a bien vu que j'étais malheureux, elle était malheureuse de me voir malheureux. Si quand tu fais des insomnies, quand tu rentres le soir en disant j'en peux plus et que tu peux pas te barrer parce qu'en fait quelque part t'as un enfant maintenant quoi, donc et elle m'encourageait, elle me disait au pire tu te barres, on s'en fout, on s'en sortira, machin. Elle a toujours été très, voilà, ça faisait pas peur. Moi j'étais vraiment période très anxiogène quoi, parce que t'as un sentiment d'être coincé. Et donc je reviens et je me dis ok je change de job. Et donc là je commence à chercher et je savais ce que je voulais retourner vers ce que je sais faire, monter des programmes d'accompagnement, être au service des entrepreneurs qui font des choses utiles. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Polytechnique. Alors, j'ai eu plein d'autres entretiens, mais je suis arrivé à Polytechnique et les thématiques qu'on aborde ici sont intrinsèquement. T'as eu plein d'autres entretiens, ça veut dire quand même que j'ai cherché. T'as cherché. J'ai cherché, mais j'étais pas pressé. Parce qu'à un moment où dans ma tête je me barrais, ça m'enlevait un poids. Okay. Et en fait, je me suis jamais senti aussi bien que quand j'ai pris ma décision, etc. Mais c'est fait dans la violence. Ouais. J'avais beaucoup de chance et que j'avais une collègue qui a vécu. En fait, c'est là que je me dis que c'était pas paranoïaque, c'était pas moi le problème. J'ai une collègue qui avait 40 ans, 10 ans de plus que moi, hyper solide, je veux dire brillante, et elle était mentalement brisée. C'est-à-dire que je l'ai vue plusieurs fois et plusieurs fois elle a pleuré dans mes bras quoi. Okay. Ça m'était jamais arrivé dans le monde du travail. Franchement, il y a eu des réunions lunaires où en sortant elle pleurait et puis donc heureusement qu'elle était là, on s'est vraiment supporté. Voilà, quelqu'un de formidable à qui je rends hommage. Mais du coup, j'ai cherché. J'arrive à Polytechnique. Qu'est-ce que vous faites à Polytechnique? Et à Polytechnique, on pilote l'incubateur. Moi, j'arrive dans cette histoire. Voilà, c'est ça. Donc, début 2023, j'arrive et donc je renoue avec mes amours, avec le métier que je sais faire, avec ce que je. Et donc cette mauvaise expérience qui a duré 1 an et demi en VC disparaît complètement quoi. J'ai l'impression c'était une parenthèse qui se refermait aussi vite qu'elle était apparue. Donc c'est vraiment que j'étais pas au bon endroit. Et je pense fois que ce soit à Poitiers ou là, c'est juste des moments où t'es pas au bon endroit. Je suis pas au bon endroit. Et en fait, c'est ce que je me souviens d'avoir dit là un peu plus avant dans l'entretien. J'ai découvert j'ai un méga système d'alarme. Ouais, mais j'ai un très mauvais système d'alarme, mais en même temps un très bon. C'est-à-dire très bon parce qu'il est rapide. Il est rapide, efficace, et tout de suite c'est de la panique. Et très mauvais parce qu'il fait énormément de bruit quoi. Et il me paralyse. Non mais vraiment. Et en fait, il faut apprendre à l'écouter et je pense que j'ai cette chance-là. Ça veut pas dire que ça te rend heureux ou quoi que ce soit, mais ça te pousse à la question je veux faire quoi de ma vie. Et donc à te réaliser parce que je pense que c'est un peu ça le but et donc moi de temps en temps j'envie ceux qui
J'envie ceux qui se posent jamais de questions, quoi. Ouais. Qui se posent même pas la question de pourquoi je le fais, comment je le fais, ils font le truc parce que voilà, il faut le faire et basta. Et quelque part, je me dis, tu te poses pas de questions, pas de problème. Oui, ouais. Et en même temps, il faut tout pour faire un monde. Si tout le monde se posait des questions, tout le monde serait... et quelque part, le grand phénomène de démission, on est un peu dedans, mais je pense que les nouvelles générations se posent énormément de questions parce que c'est la première génération. On a toujours dit la fin du monde, on l'a toujours vu, depuis qu'il y a des prophètes, mais là, on la ressent vraiment, quoi. Mm-hmm. Et les nouvelles générations, je pense qu'elles ont plus grand chose donc quoi se battre. Il y a plus d'étendards à suivre. Ouais. C'est en fait pourquoi tu te bats, je sais pas qui suivre, quoi. On leur offre pas beaucoup d'espoir et le monde qu'on a créé, il est en train de s'auto-consumer. On a l'impression qu'il n'y a pas de capitaine à bord. Donc quand t'es un jeune et que tu vois ça, tu m'étonnes que t'aies pas envie de faire d'enfant, tu m'étonnes que t'aies pas envie de bosser, tu m'étonnes que t'aies pas envie de rentrer dans un modèle que tu vois en train de s'auto-détruire. Je suis d'accord que cette histoire de modèle, c'est peut-être la grosse différence avec avant, c'est qu'avant on te proposait un modèle et toi tu disais, je sais pas, je pense à mes grands-parents, ils sont passés de paysans à vas-y, il faut être prof, génial, je suis prof, ensuite mes parents, vas-y, sois ingénieur. Puis t'avais du vrai progrès que tu voyais. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, il y avait une mortalité infantile sur 7 enfants nés, t'en avais encore 2-3 qui mouraient avant 2 ans, tu bouffais mal, il y avait ils ont quand même connu le rationnement pendant la guerre, tu vois. Ils ont connu la guerre, j'ai rien avec ça. Moi, j'ai un arrière-grand-père, c'est pas 40 générations, à 17 ans, il était à Verdun. Tu te dis, ok, on vit pas la même vie, bien sûr qu'on vit bien mieux. Le modèle nous a apporté des choses géniales. La question, c'est, est-ce qu'on n'est pas dans un coût marginal supérieur à l'utilité marginale que ça nous apporte, pour parler de microéconomie. Là, on est arrivé dans du surconfort. Je veux dire, à quoi ça sert d'aller encore? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller encore plus vite? Moi, je me pose... Tout le monde veut ralentir. Je pense que c'est je pense qu'on est beaucoup à vouloir ralentir, mais on veut tous ralentir, mais personne sait où est le frein à main. J'ai un excellent bouquin sur ça qui s'appelle Making Sense of a Life Scarcest Commodity. Donc la ressource la plus rare. Time. Donc en fait, c'est un gars qui explique toute notre ressenti du temps, la vision biologique, la vision philosophique et pourquoi et la question, la réponse de pourquoi est-ce qu'on accélère tout le temps, c'est quand t'es dans une course, si tout le monde avance, tu vas jamais être le seul, quoi. Mais je partage un truc que tu t'as dit tout à l'heure. Pardon, tu y allais. Non, vas-y. Sur les crises existentielles. Donc, c'est quoi les 2 fois qui te permettent d'en sortir? Enfin, qu'est-ce qui t'aide dans ces moments-là? Parce que tu dis, tu es en pleine sonnette d'alarme, donc ça sonne. Qu'est-ce qui t'aide à ce moment-là? Je pense que t'as un côté de survie, déjà. C'est-à-dire, t'es pas bien, t'es pas heureux, T'arrives pas à être heureux du tout? Si, quand t'arrives à plus penser à tes questions existentielles. Donc, soit quand t'es avec tes copains, soit quand tu bois un petit coup, soit quand, voilà. Mais, ça peut prendre 3 ou 4 mois, quand c'est difficile et que t'es pas bien, mais c'est comme tout le monde, Je pense que quand tu vis des périodes troubles, t'es pas heureux et c'est dur. Je pense que le temps fait énormément. Et je pense qu'en fait, c'est à toi de prendre les devants. Et je pense que chaque crise est un peu moins violente parce que la première, tu dis, je savais pas que j'étais capable de me poser ces questions-là et qu'il y avait ce monde-là que je n'avais pas découvert. Et la deuxième, tu dis, oh merde, ça recommence, l'enfer. La troisième, tu te dis, en fait, c'est normal, c'est que je suis pas au bon endroit. Et donc, tu te mets en action tout de suite. C'est-à-dire que autant la première, quand j'étais à Dauphine, à Poitiers, je me suis dit, on va faire comme si ça n'était pas arrivé, on continue. La deuxième, tu te dis, oulala, en fait, ça revient, il y a un truc qui est grave. Qu'est-ce qui est grave? Tu vois, tu te poses vraiment des questions. Et la troisième, tu te dis, en fait, maintenant, je sais ce qui est grave, c'est que je vais pas dans la bonne direction. Et je pense que c'est ça, je suis sincèrement persuadé. On est avec des qualités, on est avec des défauts, on en a tous. Il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. On sait pas pourquoi, mais ça fait qu'on est bien à un endroit et pas bien à un autre. Et donc, quand les gens sont pas heureux dans leur boulot, et moi, ça a été le cas, l'objectif, ou dans leur vie, c'est, et c'est pas facile, c'est d'être accompagné là-dedans, soit par des proches, et je pense qu'il y a aucune honte à aller voir un coach ou un psy, au contraire. Il faut verbaliser, en fait, les questions, elles peuvent pas rester dans la tête, sinon, il faut verbaliser, et il faut tâtonner sur d'autres chemins. Il faut tâtonner sur d'autres chemins et du coup tu te poses des questions, qu'est-ce que j'aime vraiment, pourquoi je suis pas heureux dans ce que je fais, et essayer de diagnostiquer pourquoi t'es pas heureux. Moi je me suis rendu compte que voilà, ce que j'aimais c'était avant tout l'humain, or l'investissement c'est de l'humain une fois que t'as investi, mais 95% du temps tu dis non.
C'est des milieux à haute pression, c'est des milieux un peu politiques, c'est des milieux avec de l'argent, donc forcément c'est un peu voilà. C'est des milieux qui sont pas faciles quand t'es pas quand t'es pas formé à ça. Alors que l'entrepreneuriat, je maîtrisais, je savais que j'étais bon, je savais que je prenais mon pied, donc c'était facile pour moi de revenir là-dedans. Okay. Et après, moi, des choses qui m'ont aidé, bien sûr, la famille, enfin surtout ma femme, les enfants, ça te permet vraiment de sortir la tête de l'eau. Et après la foi, mais moi ça c'est très personnel, mais ça t'aide énormément. Je sais pas comment font les gens qui ont des crises existentielles et qui alors justement ça t'ouvre les portes généralement de la spiritualité forcément. Ouais. Mais qu'est-ce qui est sans ça sans forcément si tu veux en parler, rentrer dans les détails de quelle est ta foi, c'est quoi les fondements de ta spiritualité? Les fondements de ma spiritualité, c'est déjà t'es catholique. Ouais, alors oui, je suis catholique. Donc ce serait quoi sur le tas, sans dire voilà c'est Jésus, l'Esprit Saint. Non, mais pour toi, moi le message principal c'est celui de l'amour, quoi. Ouais. Moi c'est ça qui m'a bouleversé, c'est en fait in fine si tu te poses toujours la question c'est quoi l'objectif de tout ça, quel est le grand message de tout ça, qu'est-ce qui te fait vivre, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te fait souffrir, qu'est-ce qui est à l'origine de la vie, qu'est-ce qui pas au sens scientifique du terme, mais au sens vraiment de l'âme. De l'âme. Vient cette question centrale effectivement de l'amour et d'un destin voilà pour l'homme qui est un destin d'amour, et c'est ce que je pense qu'on cherche. Et in fine, dans toutes nos décisions, je me dis toujours, on fait les choses soit pour être aimé, soit pour aimer. Ouais, je suis d'accord. C'est toujours un peu le cœur de pourquoi tout le monde s'habille comme la dernière truc qui est à la mode, c'est pour être dans le truc parce qu'on a besoin d'être aimé. Donc il y a vraiment ce truc de l'amour propre ou l'amour ou même voilà. Et comment tu fais toi? Et du coup, je suis rentré par la porte facile. C'est la religion qui parle d'un Dieu d'amour, et donc forcément, c'était un peu plus facile de le dire. J'étais de Versailles aussi. Et j'étais de Versailles. Et je pense que si j'étais né dans un milieu musulman, juif ou autre, je serais peut-être devenu juif ou musulman. J'en sais rien. Hein. Ça, j'ai pas la prétention de dire. Je pense que ton environnement. Après, ce qui m'a particulièrement marqué, c'était le message du Christ, qui est entièrement tourné vers l'amour, qui est clairement un anarchiste que je serais prêt à suivre. Vraiment bouleversant, quoi, d'amour. Mais tout, en fait, tu peux lire ta vie à travers tout ce qu'il dit, lire ton quotidien à travers tout ce qu'il dit. Et c'est ça qui m'a bouleversé, en fait. Et ce qu'il dit est en grande résonance. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Jésus, Socrate, Bouddha, et qui fait résonner, les messages des grands saints. Les messages, sont assez clairs, quoi. Et puis tu le retrouves aussi dans le Dalai Lama, sur la compassion. C'est pour ça que je partage ce que tu dis sur ta spiritualité peut vraiment avoir les mêmes piliers et en fait changer en fonction de. Mais moi, je dis souvent, je pense que je m'entendrais plus avec un musulman, un protestant ou un juif qu'avec un athée. Ouais, c'est vrai. Non, mais dans la question, qu'est-ce que la vie? Ça dépend. Moi, le gars qui me dit c'est que du hasard, machin, etc. Déjà, qu'est-ce que le hasard? La notion de hasard, elle existe par quoi, en fait? Avant de passer sur ça, j'ai une question sur l'amour. Ouais. Comment tu gères, moi, c'est un des travails les plus durs. Je suis d'accord avec toi que l'amour est c'est le sentiment qui fait le plus plaisir. On dit toujours c'est même plus cool d'offrir que de recevoir. À la fin de ta mort, tous les gens ils disent en fait c'est quoi que le plus important dans la vie, c'est le lien, c'est l'amour. Comment tu gères? Mais je trouve qu'il y a ton cerveau naturellement. Je pense qu'on a des cerveaux assez similaires. Moi, va juger, va voir des gens, entendre des trucs et en fait finalement avoir une pensée quasiment pas opposée, mais de jugement un peu négatif envers les gens. Et moi, ça me saoule. D'avoir ça, tu vois, et je me dis non mais gros t'as pensé ça, c'est de la merde, déjà enlève-le. Tu essaies de travailler sur ça ou de toute façon mais de toute façon je pense qu'on est moi je pense que mon pire ennemi c'est moi-même. Mais vraiment moi c'est vrai quand on me demande c'est quoi ta plus grande peur, je pense que ma réponse c'est moi-même. OK. Ouais, parce qu'en fait ta peur les peurs c'est des pensées, c'est toi qui te les amènes et qui te les apportes, et la crainte de l'autre, etc. Et en même temps, c'est des biais cognitifs qui fait que tu peux pas te battre contre ça. Donc, il faut accepter. Je pense qu'il faut accepter. Je pense que c'est important. Il faut accepter que t'es faible. Et je pense que c'est aussi un des messages de la religion catholique, c'est il faut accepter que t'es pas parfait, personne n'est parfait. Enfin, il suffit de voir l'abbé Pierre, quoi. Si on nous avait dit, tu te dis si même l'abbé Pierre, il a trempé dans des trucs comme ça,
personne n'est parfait, quoi. Ouais, Voilà, non, mais c'est clair. alors aujourd'hui, tout le monde dit oui, mais tout tout le monde le savait et tout. Je suis désolé. Il y a un an, on aurait dit l'abbé Pierre. Tout le monde, ah ouais, c'est un saint. Ça fait un peu c'est beaucoup. Si même l'abbé Pierre, il a tripoté plus de 50 personnes, il a accumulé des choses extrêmement graves. Tu te dis, ok, si même un mec comme ça, bah en fait, personne n'est parfait. Et quelque part, même ça les te plus grands saints, toutes les religions, exactement, fait des conneries. bien sûr. Enfin, Ça te déculpabilise complètement. Ça te déculpabilise complètement et ça te fait toi un humain. Et je pense que il faut accepter d'être comme ça. Après, je suis d'accord avec toi, c'est très énervant. Et moi, j'ai un gros défaut, c'est que je pense que je suis comme toi, je juge facilement. Mais ces jugements, pour moi, n'ont pas de valeur, tu vois. Ils viennent naturellement. Ils viennent n'importe où, ouais. Et ils viennent dans ma tête, et je dis, bah non, en gros, ces chaussures, c'est pas celles que tu porterais, mais elles sont très bien, tu vois. Genre, y a pas de... C'est des pieds cognitifs, etc. C'est des objets, quoi. Et après, c'est de se finir toujours de poser la question, mais un jugement, c'est par rapport à une valeur morale et une vérité. Qu'est-ce que la vérité, quoi? Moi, souvent, je me dis, ah, ça, c'est ta réalité, c'est ta vérité à toi, mais c'est pas la vérité. Donc, en fait, il faut l'accepter, quoi. Mais c'est très dur, j'y arrive pas. Voilà. Franchement, j'y arrive pas. On travaille, mais je pense que je sais en pas vrai, si j'y arriverai un jour. c'est notre plus grosse faiblesse, mais genre, tu disais, moi-même, on est notre plus grosse faiblesse, mais on est aussi, genre, le jour où tu comprends ce que t'arrives, ce que tu peux changer sur toi-même et sur... Ouais, déjà, t'as fait une partie, je crois. Influencer tes pensées, c'est quand même aussi une force exceptionnelle, quoi. Bah, du coup, ouais, si je m'étais formé en méditation de pleine conscience pour essayer de travailler ça. J'allais te demander. J'ai fait 6 mois de méditation de pleine conscience, un stage de MBSR, Mindful Based Stress Reduction, qui est de la méditation de pleine conscience. Donc je me suis formé à ça, j'en ai fait un peu, ça t'apprend des trucs, c'est bien. J'ai adoré quand j'ai découvert ça. Après j'ai eu du mal, je pense qu'il faut le faire tous les jours pour vraiment en tirer quelque chose. Mais après je pense qu'il faut je pense qu'il faut s'accepter, quoi. C'est vraiment le plus dur, c'est s'accepter. Et de se dire que puis se dire qu'en fait on est un autre comme un autre, quoi. J'ai ma place, j'ai le droit de manifester qui je suis, j'ai le droit de manifester mon être, j'ai le droit d'être imparfait, j'ai le droit de faire des bêtises. Et c'est hyper dur de s'accepter. Ouais, je suis d'accord. Moi je sais pas faire. C'est quoi là t'as parlé de méditation, donc j'imagine que t'as recherché un peu tes piliers. Enfin, les choses qui t'aident à avoir un équilibre, quoi. Je trouve certains c'est le sport, la méditation. Comment toi tu trouves en dehors du boulot, de tes enfants, c'est quoi Bah, en fait, justement, en ce moment, c'est un peu chaotique parce que maintenant j'ai 2 enfants et j'ai beaucoup de travail, etc. Voilà. Mais, le sport aide beaucoup. Arriver à se garder du temps pour soi, en fait. C'est hyper important. C'est très dur quand t'as une vie de famille, surtout avec des enfants en bas âge. Moi, c'est un des trucs qui me fait peur. Mais c'est hyper important. En fait, 2 heures de sport, tu vois, mon petit truc à moi, c'est mon match de foot le dimanche soir, quoi. C'est vrai que tu kiffes le foot. Franchement, c'est mon moment, quoi. Okay. C'est un moment détente, je pense à rien. Tu vois, je me dis toujours, j'ai ces 2 heures-là dans ma semaine où je vais me vider la tête et je vais juste prendre du plaisir. Donc c'est les 2 heures de foot, c'est des petits trucs, quoi. Aller au resto avec ses amis, avec sa femme, c'est partir en vacances. Mais je pense que si tu fais pas du sport, et en fait c'est surtout de choisir un boulot, encore une fois, qui te laisse cette liberté. Enfin, t'es pas ton boulot, quoi. T'es pas ton boulot. Demain tu pars, t'es interchangeable, quelqu'un fera la même chose différemment, tant mieux ou pas. Mais en fait, t'es pas... Récemment, je me suis dit, on ne vit pas pour produire ou pour faire. Non. On ne vit pas pour produire ou pour faire. L'oiseau, quand il piaille et qu'il va chercher de la bouffe pour nourrir, il suit son code dans sa matrice et dans ses gènes. Mais pourtant, le but, c'est pas de produire et de faire. On a l'impression que c'est ça, le but, de produire, faire, consommer, quoi. Mais non. Le but, c'est d'être. Être. Exactement. Et être, c'est quoi? Bah, être, on a différents... je crois que c'est saint Thomas d'Aquin qui disait ça, devoir d'état. On est à la fois père, époux, enfin moi dans mon cas, frère, ami, responsable d'incubateur, fondateur. Je fais toutes ces casquettes-là en même temps. Mais je dois les assumer autant quand je suis au boulot, bah je suis pro. Quand je pars, je suis avec mes enfants. Mais en fait, mon fils, il attend de moi que je sois là. Il attend pas. Et je lui dois autant de présence que j'en dois. Je dois même plus de présence parce que lui, moi, je suis pas interchangeable pour lui. Ouais, c'est vrai. Si je suis pas là, je suis pas là. Au boulot, si je suis pas là, on me remplace. C'est encore pire. Et quand tu comprends ça, tu te dis ouais, le but dans la vie, c'est d'être, et être, c'est tu es quand tu n'es pas, tu es quand tu es quand tu te poses pas trop de questions, quoi. Quand t'es présent à 100%. Ouais, quand tu te poses pas de questions. C'est très cool cette idée de dire être quand là où t'as besoin, mais encore
plus fortement là où t'es pas interchangeable. Ouais. Parce qu'en effet, en fait, on est interchangeable. Donc... On est interchangeable. Puis, encore une fois, on n'est pas là pour produire. Quoi. Tu crois que ce que je suis en train de faire dans 1000 ans, on s'en souviendra? Même dans 100 ans, même dans 15 ans, enfin. Des gens dont on se souvient d'il y a plus de 100 ans. T'es là pour interagir avec d'autres hommes dans des objectifs, d'être heureux et de vivre bien. Bon, bah, t'as pas besoin de grand chose, hein. Tant que tu manges, tu dors, t'as un toit et des gens que t'aimes. Et est-ce que du coup, ça diminue pas l'importance limite d'avoir un impact? Enfin, tu vois, ce côté crise existentielle, moi j'ai besoin d'avoir un impact. Bah, je me dis parce tous les que jours, la manifestation de l'être, elle est dans un but. Tu es pourquoi? Ouais, mais tu pourrais tout le moins te prendre la tête, tu vois, et dire, mais en fait, la chambre d'entrepreneurs qui gère des entreprises avec un impact de fou, avec un impact un peu Ouais, important. tu pourrais dire ça, bien sûr, sauf qu'à la fin, tu le sais très bien, en fait. Ouais, non, mais c'est au-delà de ça, c'est qu'à la fin, bah, après ça dépend de ta philosophie et c'est là où rentre la spiritualité ou la vision que tu te donnes de la vie. Tu manifestes ton être, mais manifester son être, c'est porter du fruit. Ce que j'entends par là, c'est que la vie n'a pour but que la vie elle-même et elle passe son temps à porter du fruit et pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait trépas, mais il faut du fruit. Pour qu'une fleur se reproduise, pour qu'elle soit, à la fin, elle est pourquoi? Elle est pour faire des fleurs à la fin et que la vie vive, quoi. Et ben, nous, on est, enfin, moi, c'est ce que je pense, hein, c'est Fabrice Adjadj qui le dit un peu, mais manifester son être, c'est porter du fruit. Et porter du fruit, c'est pas un mauvais fruit. Porter du fruit, c'est justement, c'est l'impact de ce que c'est être au service de la vie, en fait. Je suis d'accord. Donc, si tu fais de l'impact, t'es au service de la vie. Et tu peux en faire le gars ou la nana qui tient le comptoir d'une fondation, elle a autant d'impact que celui qui essaie de monter une start-up à impact. J'adore, ouais. Tu vois? Franchement, moi, je dis souvent, il faudrait rémunérer les gens en fonction du service qu'ils rendent à la société. Tu devrais avoir un facteur, ou l'infirmier ou les boueurs pour le service qu'ils rendent à la société. Tu vois, et je pense que le banquier leur a un salaire un peu moindre, mais c'est pas grave, et les boueurs et l'infirmière un peu plus pour service rendu à la société. Tu devrais avoir un facteur, comme t'as ta CSG, ton machin, ton truc, un score utilité à la société. Celui qui vend des assurances, t'es mignon, mais c'est un peu plus faible que l'infirmier. Et puis t'as un facteur X comme ça, je sais pas, il y a un truc à inventer. Il y a un truc à faire. Mais Attali en parle beaucoup dans un de ses bouquins. Ah ouais? Normalement, il va passer dans le podcast. Okay, et il a un truc sur l'économie de la vie et l'économie de la mort. Ouais. Et en fait, j'adore ta définition de est-ce que t'es au service de la vie ou pas? Tu vois, c'est comme ça. tu dis, est-ce que de toute façon, la vie est toujours plus forte que la mort. La vie est toujours plus forte que la mort. Essaye de tondre une pelouse, d'arracher la pelouse et tout, t'auras toujours un truc qui va pousser dessus. Ouais. Sur Terre, en tout cas. Sûr que sur la Lune, c'est compliqué, mais franchement, ça nous dépasse tout ça. C'est quoi Enfin, comment tu nous vois du coup en tant qu'espèce dans c'est une question dure. Dans 200 ans ou dans... Enfin, en fait, si tu essaies de prendre du recul, je trouve qu'un truc aujourd'hui dur avec la crise écologique, sociale, enfin, tout ce dont on vient de parler, en fait, c'est de pas se dire, c'est quand même la merde, et en fait, dans 200 ans, on va juste être des consommateurs à swiper devant nos téléphones qui seront greffés sur notre front. Ou pas, tu vois, mais comment... Est-ce que déjà tu penses à ça? Et... j'évite. Et en même temps, je me dis, si dans 200 ans, on n'est plus là, en fait, t'inquiète pas que la nature va très bien se remettre de notre passage, hein, dans 200 millions d'années. Il n'y aura aucun souci. Voilà. Mais on aura perdu donc ça me rassure. On aura perdu une complexité de vie tellement belle que ce serait dommage, quoi. Ça me rassure. Et après, je me dis, on est dans ce plan-là de la nature. On a la chance de comprendre, ou en tout cas, la nature nous a permis, ou nous laisse, à voir comment chacun le pense, permettre de comprendre ces codes et de les décrypter pour pouvoir en être quelque part les co-créateurs ou co-architectes. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et moi, je pense qu'il faut un peu plus de spiritualité. On a le grand drame, je pense, de l'humanité, c'est de se couper de la spiritualité. Parce qu'il faut se raccrocher à quelque chose qui nous dépasse, à la postérité, pas la prospérité, à la postérité, à demain, à nos réalisations, à ce qu'on veut laisser à nos générations d'après. Notre obsession, elle doit être là, elle doit être dans l'héritage qu'on laisse, quoi. C'est un énorme patchwork où chacun met son petit point comme un impressionniste, là.
eh ben, c'est quoi le point que tu as envie de mettre? Est-ce que tu as envie de mettre une grosse 12 au milieu du tableau qui casse tout? Ou est-ce que tu veux faire le petit point à la Van Gogh qui fait toute la finesse, tu vois? Et c'est là où c'est beau, Et parce on que a chacun un petit point. est-ce que tu te vois comme chacun un petit point d'un grand tout, ou est-ce que tu te vois comme un point tout seul sur chacun ton tableau? Non, je moi, trouve je que me c'est- vois comme chacun un petit point. Mais c'est ça la spiritualité, je trouve. Il y a ce côté, en fait, non, moi je suis ma personne matérialiste, et il y a des liens chimiques, en fait, à la fin c'est fini, ou Ouais. est-ce qu'on fait partie de ce grand tout, et Bah, on fait partie de ce grand Et tour. en On est fait, tous des c'est- poussières d'étoiles, hein. on est tous des possibles. Hein, les gars? Ouais. Non, mais c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai. On est tous des poussières d'étoiles. On a les mêmes atomes, les mêmes machins et tout. Après, aller comprendre pourquoi on est tous très différents, qu'on est doué d'une certaine conscience, d'une certaine créativité, etc. Bon, il y a sûrement des éléments chimiques, physiques. Le fait est que ça explique toujours pas comment c'est possible. C'est vrai. Comment c'est possible qu'en alignant tel acide aminé avec tel truc, ça donne ça, et que ça donne ça, et que ça donne Ça finit par une donner bactérie, putain et d'être puis ça humain, devient un quoi. être humain, et qu'il faut telle température, tel rayon de soleil, telle quantité. Donc, à un moment, qui a défini ces règles-là? Ouais. Posez-vous la question. Qui a défini ces règles-là? Le tableau périodique, qu'il y ait tant d'éléments, que tel atome avec tel atome, ça fait ça, que la vie se crée à partir de ça, qu'il faut tel critère, tel bidule. À un moment, moi, je veux bien le hasard, mais le hasard, il est quand même vachement intelligent, hein. Non, au hasard. Mais il y a des... Et regardez la vie comme elle est belle, le hasard, il rend la vie vachement belle quand même, hein. Il y a- Et moi, tout ça, ça me fait poser des questions à chaque fois. Mais moi aussi. Mais de toute façon, il y a des grands biologistes et scientifiques qui disent on ferait jamais confiance, enfin c'est un peu pour aller dans ton sens, mais on ferait jamais confiance en un ordinateur qui serait construit au hasard, et notre cerveau, il aurait été Ouais. débarqué comme ça au hasard. Donc Mais voilà, ça- après, moi je pense, c'est bien, enfin la science est utile pour comprendre, et je pense qu'on est doté de cette capacité, et c'est bien. Mais encore une fois, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà, c'est un beau mot de la fin, ça, non? Très bon. En vrai, non, mais j'ai une dernière question. Est-ce que t'as éventuellement une idée d'invité qui pourrait passer ici? Une idée d'invité qui pourrait passer ici. C'est une nouvelle question. Les gens Ouais, sont souvent moi déboussolés. quelqu'un qui m'inspire beaucoup. J'en ai plein qui me viennent. Non, mais tu vois, sur les sujets qu'on a abordés, par exemple, Mathieu Dardaillon qui a créé Ouais. Ticket for Change, qui a écrit un bouquin justement sur tous ces sujets de qu'est-ce qu'on fait de notre métier, etc. Mhm. Hyper inspirant. Très intéressant, ouais. J'ai eu la chance de le rencontrer par Ticket for Change, puisque c'est un des fondateurs. Donc ouais, quelqu'un de très inspirant. Je pense qu'il pourrait apporter beaucoup dans ce podcast. Merci beaucoup, Philippe. Bah ouais, merci à toi Clément, avec plaisir. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment 10 minutes. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!